Ce qui se passe, c'est que donc, je monte bon an, mal an. Franchement, je me fais doubler de façon indécente. C'est le nombre de gens qui me sont passés devant sur cette montée, c'est vraiment, j'étais au ralenti. Autant j'avais l'impression de m'être déjà posé la question après la TDS 2021 de pourquoi je faisais ça, pourquoi j'ai envie de faire de l'ultra, etc. Autant là, j'ai eu vraiment l'impression de me poser la question et de vraiment essayer de réfléchir à ça et pas de survoler le pourquoi j'étais là. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, j'arrive à exprimer assez bien le fait que de l'importance notamment du regard des autres sur ma performance. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris ça dans cette montée. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience de ça et je l'ai accepté en fait. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Dans chaque épisode, Course Épique, c'est le podcast Running et du Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode coureur confirmé ou anonyme passionné. Quand la légende d'une course est la destinée d'un confirmé ou anonyme passionné, c'est quand la légende d'une course est la destinée d'un coureur se rencontre. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un nouvel épisode chaque mercredi pour bien démarrer. C'est également chaque lundi matin. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine pour bien démarrer la semaine. Si vous souhaitez suivre nos Nous avons donc rendez-vous au jour le jour pour découvrir les coulisses. Si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour, découvrir les coulisses du podcast. Je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Simon Duguay, insatiable explorateur de sa terre de cœur, le Beaufortin, mais aussi du monde. Insatiable explorateur Simon capture avec vérité l'essence brute du trail à travers son objectif de photographe et de vidéaste du trail. Il va nous donner à entendre lors de cet échange enregistré chez lui à Beaufort la dualité de son profil, lors de cet échange celui de coureur et de créateur. De son côté face, Simon va nous faire revivre sa TDS 2022. Une course qui a profondément marqué son parcours de coureur. Et au-delà de ça, une course qui a profondément marqué son parcours. Un ultra qui s'est hélas soldé par un abandon et une profonde remise en question. Côté pile, il va nous emmener à ses côtés dans son rôle d'observateur privilégié du trail. Il va nous emmener à ses côtés qu'il a été amené à suivre de près en 2023. La Hard Rock d'Aurélien Dunampalaz et la Diagonale des Fous de François Daen. La Hard Rock d'Aurélien Vous allez vivre une rencontre majeure avec Simon de François Daen. Un double épisode, vous allez vivre une rencontre majeure avec Simon. Mais je ne vous en dis pas plus. Simon va vous raconter tout ça bien mieux. Je ne vous en dis pas plus. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Bien mieux que moi. Profondeur de champion. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Profondeur de champion. Salut Simon, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui dans Course Épique. Ça va ? Ça va, super. On est ici, je t'ai accueilli dans le Beaufortin. T'as ramené le soleil, il faisait pas beau ces derniers jours, donc je l'ai laissé à Paris parce qu'il faisait dégueu effectivement à Paris. Merci en tout cas de m'accueillir chez toi, tu l'as dit, c'est un grand plaisir. On enregistre cet épisode le 4 janvier, qui n'est autre que la journée des anecdotes, je suis sûr que tu le savais, et je suis sûr que tu en auras beaucoup à partager avec nous. C'est aussi la journée des spaghettis, enfin du spaghetti, on dirait un spaghetti, je pense. Un spaghetti, ouais. Donc je suis sûr que tu vas nous jeter un épisode al dente, j'en ai l'intuition. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses un 4 janvier dans le monde. C'est la date d'anniversaire de l'ouverture de Burj Khalifa à Dubaï, qui détient le record du plus haut bâtiment et de la plus haute structure fabriquée par l'homme. Je sais pas si tu vois cette immense tour. Ouais, je vois à peu près, ouais. C'est bien loin des sommets que ceux que tu as l'habitude de tutoyer et qui ont, eux, beaucoup plus de charme et beaucoup plus de sens, on peut le dire. Je suis d'accord. Simon, on va enregistrer aujourd'hui un épisode exceptionnel qui va être disponible en 2 parties distinctes, donc sous forme de 2 épisodes. Dans le premier épisode, au format traditionnel de Course Épique, tu vas nous faire vivre avec toi une course particulièrement marquante avec ta casquette qu'on connaît peut-être un peu moins de coureur. Les fins observateurs, évidemment, auront noté déjà tes performances et les différentes courses auxquelles tu as pu prendre part. Mais voilà, l'idée, c'est de s'attacher plus particulièrement à ta TDS 2022, qui a été un profond bouleversement et un marqueur fort, en tout cas, qui a eu une influence majeure sur ton parcours, en tout cas sur sa dimension sportive, mais qui a probablement rayonné sur tout le reste et ruisselé sur tes grandes décisions ensuite. Et puis dans la deuxième partie de cet épisode, on va parler de ton travail de photographe et de vidéaste, connu plus largement. Et tu vas nous faire vivre là aussi 2 courses épiques que tu as suivies de l'intérieur. La triomphale Hard Rock d'Aurélien Dunampalaz, qui a donné lieu à un film dont tu vas nous parler, qui s'appelle The Gold Rush. Et la Diagonale des Fous 2023 de François Daen, qui marquait son retour sur les sentiers après des mois de blessures. Tout à fait. Un beau programme. Ouais. Franchement, j'ai hâte d'y être. On aime le dénivelé ici, là, on a beaucoup de dénivelé devant nous. Simon, on va commencer par la traditionnelle question d'ouverture du podcast. Je vais te demander de te présenter. Je vais t'imposer une contrainte que tu connais probablement, qui est que tu ne peux pas me parler de sport. Du coup, je m'appelle Simon Duguay, j'habite donc dans le Beaufortin, qui est un massif proche du massif du Mont-Blanc. Un petit massif, petit par le nombre d'habitants, mais relativement grand en termes d'étendue. Dont tu es un fan absolu, on peut le dire. Je suis un fan absolu. Un fervent défenseur. Je suis pour autant pas originaire d'ici, comme d'ailleurs la majorité des gens qui vivent aujourd'hui dans le Beaufortin. C'est un massif où les locaux
sont très très attachés à leur terre et en fait quand on y habite après on comprend très vite pourquoi. Je suis arrivé dans le Beaufortain il y a 4 ans maintenant. J'ai eu un parcours de vie assez original, je dirais, puisque je suis né en Afrique au Sénégal. J'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Je suis rentré en France ensuite à peu près au même moment que des problèmes géopolitiques en Afrique. Et puis après, j'ai grandi dans le sud de la France, pas loin de Montpellier, au pied du Pic Saint-Loup, dans un village qui s'appelle Saint-Mathieu-de-Tréviers. Je pense que ça parlera aux amateurs de trail parce qu'un des plus grands événements de trail a lieu, le plus grand événement de trail en Occitanie a lieu là-bas. Et donc j'ai grandi ensuite dans le sud de la France et j'ai fait Sciences Po pour ma part. Je me destinais à une carrière plutôt dans le domaine de la géopolitique, les relations internationales. J'ai bossé. Qu'est-ce qui t'intéressait particulièrement ? Je pense que mon enfance africaine m'a forcément rapidement ouvert l'esprit jeune. Tes parents étaient diplomates eux-mêmes ? Mes parents n'étaient pas diplomates eux-mêmes, ils étaient chercheurs agronomes. Mais pour autant, j'ai eu la chance d'avoir, contrairement à ce qu'on peut avoir comme image quand on est expatrié à l'étranger, moi j'ai eu des parents qui étaient hyper ouverts sur le monde autour de nous et avec qui j'ai beaucoup voyagé, avec qui en fait j'ai vu la vraie vie dans ces pays-là et on n'était pas du tout cloisonnés entre expatriés. J'ai eu cette chance-là et donc je pense que ça m'a ouvert l'esprit très tôt et ça m'a donné un peu cette fibre d'essayer de comprendre ce qui se passait autour de moi, ce que je voyais. Et il y a un fil rouge avec ce que je fais aujourd'hui. Et donc vite la diplomatie, ça faisait partie des sujets qui me passionnaient. C'est à vrai dire pour le journalisme que j'ai voulu passer le concours de Sciences Po à l'origine. C'était un métier qui me faisait rêver de loin et c'est plutôt à Sciences Po où je me suis réorienté vers ces idées de diplomatie géopolitique et pour finir sur les questions plus de sécurité et de défense. Donc ça a été ma vie jusqu'à arriver en montagne si je puis dire et donc je crois que j'ai réussi le défi de pas parler de sport jusqu'à présent. Franchement t'as dit trail une fois, c'est pas mal. Ouais, j'ai quand même dit trail une fois, pardon. Ouais, mais c'est peu. Donc montagne, là, révélation découverte ou t'avais eu l'occasion quand même lors de séjours en France notamment de découvrir plus jeune? Alors, le lien à la montagne est beaucoup plus ancien, puisque, comme tu le notais, quand on vivait à l'étranger, on rentrait tous les étés en France. J'ai des grands-parents déjà qui étaient passionnés de montagne. Des deux côtés, forcément des parents du coup qui étaient passionnés de montagne. Et donc, c'était un peu la tradition tous les étés quand on rentrait en France pour voir la famille, de passer du temps aussi en montagne, faire de la randonnée. J'ai fait beaucoup de randonnées avec mes parents. Tous les étés, on faisait de la randonnée quand on rentrait en France. Tu traînais pas la patte ? Pour être très franc, on traîne la patte quand on est jeune, hein. Ça c'est évident. Et en fait, je pense que c'est vraiment sur le tard que je me suis rendu compte que ma passion actuelle pour la montagne elle vient de là. Plus les années passaient, plus je traînais la patte à y aller. Mais une fois que j'y étais, j'étais hyper heureux d'être dans cet environnement. Ça, c'est vrai que c'est sur le tard où je me suis aperçu, les premières fois où je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aller en montagne tout seul, sans qu'on m'oblige à y aller. Et c'est là où on prend conscience que quand même, on a le virus qui était là depuis un moment et qu'on le savait pas, quoi. Ton rapport au sport dans les plus jeunes années, comment il s'est construit ? Est-ce que tu as vécu dans un environnement et grandi dans un environnement qui était ouvert à ça ? Là, tu as parlé de la randonnée. Est-ce que c'est la culture sportive était ancrée ? J'ai des parents qui sont sportifs, qui ont toujours été sportifs, qui n'ont jamais fait du sport de manière compétitive, je dirais, plus de manière contemplative et de bien-être aussi. Pour autant, moi, j'ai été dans ma famille, donc je suis le dernier d'une fratrie de 3. J'ai un grand frère et une grande sœur. J'ai un grand frère notamment qui, lui, a fait quand même beaucoup de sport aussi relativement jeune. Mais je pense que j'étais rapidement quand même celui qui dans la famille, avait le plus envie de faire du sport et de pousser un peu le curseur, notamment en termes de niveau, en termes de quantité aussi. Donc j'ai fait quand même jeune beaucoup de sport, alors que je viens pas du tout d'une famille de footeux. Moi, je me suis passionné pour le foot aussi parce que j'ai grandi dans un environnement en Afrique en Afrique de l'Ouest en l'occurrence, où le foot c'est quand même une religion aussi. Et donc on jouait par terre, dans la rue avec des vieux ballons, pieds nus, etc. Et c'est ce cliché un petit peu de l'image qu'on peut avoir du foot en Afrique. C'était un peu ça aussi que j'ai vécu et c'est comme ça que je me suis passionné pour le foot. Ça a été d'abord vraiment mon sport. C'est toujours un sport qui me passionne en tant que suiveur. Je ne pratique plus, mais ça a été vraiment mon sport, on va dire, pendant toute ma jeunesse. Ça a été le football. Le collectif et le lien social, c'était important dans cette pratique-là ? Ouais, ça a été même essentiel. Ça a été là où j'ai les amis que j'ai aujourd'hui. Il y en a une partie qui sont quand même aussi qui viennent de là. Moi, j'ai souvent été capitaine de mes équipes aussi au foot et j'ai adoré cet aspect leadership dans une équipe, dans un collectif, essayer d'amener les gens avec moi. Et ça a été toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui,
Je pratique des sports qui sont solitaires pour le coup. Et cette caractéristique-là est venue beaucoup plus sur le tard. Ça me manque pas en fait de faire de sport collectif. Et même je trouve qu'aujourd'hui j'ai plus besoin de sport individuel que sport collectif. Par contre, je pense que ça m'a vraiment construit en tant qu'homme d'avoir toutes ces expériences de sport collectif dans ma jeunesse. Et tu le ressens là, le trail justement, enfin c'est un des sports outdoor que tu pratiques, tu le ressens comme profondément individuel ? Alors, il y a de plus en plus de gens qui théorisent le fait que le trail, et notamment encore plus dans la dimension ultra-trail, c'est pas vraiment un sport individuel, dans le sens où il y a quand même des assistances, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de notre pratique, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit quand on est sportif de haut niveau, le staff, etc. La solidarité sur les sentiers aussi, peut-être ? Peut-être. Je pense que ça se débat. C'est une question qu'on peut débattre. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un esprit de communauté que moi, je trouve pas si développé que ça en France, en Europe. Quand on découvre ce que c'est aux États-Unis, on se rend compte qu'en fait, là-bas, le mot communauté, il a un vrai sens et que finalement, en Europe, je pense qu'on est quand même encore loin de ça et c'est un sport qui est beaucoup plus mainstream. Donc, il y a moins cet aspect un peu contre-culture, qui fait que il y a une vraie communauté, on se sent appartenir à un groupe quand on fait du trail ou de l'ultra-trail. Je dirais qu'il y a quand même effectivement, il y a des choses qui nous rassemblent, ça c'est évident. Après, le fait est que tu peux interroger, je sais pas, en tout cas peut-être que j'ai un peu des œillères parce que je suis dans un environnement qui tourne aussi beaucoup d'athlètes de haut niveau, etc. et que c'est finalement des gens qui s'entraînent beaucoup seuls. Donc à la fin, moi, quand je calcule le nombre d'heures que j'ai passé d'entraînement dans l'année et combien j'en ai fait en groupe et combien j'ai fait seul, il y a quand même une grande majorité seul. Et donc, je dirais que ça reste quand même un sport assez solitaire, finalement. C'était quoi ton rêve de gosse ? À quoi tu aspirais ? Est-ce que c'était des projections là, de ce que tu évoquais professionnel autour de la géopolitique ? Est-ce que tu avais peut-être plus jeune un rêve autrement poétique, tu vois, de comment tu voyais le Simon plus grand dans l'idéal, s'il n'y a pas de limite à l'époque dans ta réflexion? Pour revenir au foot, j'ai quand même rêvé longtemps d'être footballeur professionnel, pour être franc. Après, je me suis rendu compte à l'adolescence, relativement tôt, je pense à l'adolescence, que c'est quelque chose qui serait pas possible parce qu'il y a quand même très peu de place et qu'il faut un niveau qui est quand même très très élevé, même si j'ai fait jeune du foot à relativement haut niveau dans mes classes d'âge, mais bon, j'ai compris quand même tôt que ça serait pas possible. Et donc, c'était une déception? Je dirais pas vraiment. Non, ça a jamais été trop un problème. T'as pas de frustration de haut niveau qui a pu influencer peut-être après ta pratique sportive plus globale? Non, pas le foot, non. Le foot, non, parce que aussi j'étais dans une famille où le haut niveau, comme dirait quelqu'un qu'on connaît très bien tous les deux, et il n'est pas que dans le sport. Je fais référence évidemment à Bastien Chassaigne. Et du coup, c'était une famille de haut niveau, si je puis dire, mais dans d'autres choses que le sport. Et donc j'ai compris aussi que je pouvais m'épanouir et faire des choses de haut niveau dans d'autres choses que le sport. Et c'est là où rapidement, après, j'ai eu des rêves de diplomatie, de journalisme, reporter de guerre, ce genre de choses. Pour moi, ça avait autant d'importance que la gloire sportive, quoi. Je pose pas la question que je pensais te poser juste après, mais de ce que j'entends là, sur le haut niveau, sur cette idée un peu de performance, de se challenger, on sent déjà très tôt en fait de l'exigence. Je pense qu'on retrouve beaucoup dans ton travail aujourd'hui. C'est tout de suite quelque chose qui a été fondateur pour toi. Est-ce que ça a toujours été positif, tu vois, dans le sens cette exigence, elle peut être aussi parfois faire qu'on est insatisfait parce que on n'est jamais assez bien ou jamais aussi haut que ce qu'on voudrait être. Toi, ça t'a construit aussi beaucoup dès très jeune, cette exigence-là? Je pense, même si j'étais quand même, je pense, de nature assez feignante, de manière générale. Je pense aussi par le bassin culturel dans lequel j'ai grandi, j'ai eu vite des facilités, notamment scolaires, et je me suis rendu compte rapidement que sans faire grand-chose, je pouvais être parmi les meilleurs de la classe, et donc j'allais pas faire forcément l'effort supplémentaire pour aller chercher un peu plus loin. Au talent. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Attaque talent. Mais je m'en suis voulu un peu ensuite, parce qu'il y a eu un moment où ça suffit plus. C'est arrivé concomitamment avec une prise de conscience aussi. Je suis, donc, comme je l'expliquais, le dernier de la famille. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont fait des études brillantes. Et donc, est venu le moment où on passe le bac, jusqu'à la fin du bac, encore une fois, on peut avoir le bac sans faire grand-chose, je dirais. Je pense que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Quand est arrivé le moment de notamment passer le concours de Sciences Po, notamment Sciences Po Paris, qui se passe seulement juste après le bac, et que là, j'ai eu mes premiers échecs, je me suis rendu compte que, en fait, j'aurais peut-être mieux fait d'être un peu moins feignant par le passé, et que ça me ramenait à la réalité. Pour faire le lien avec cette famille de haut niveau, c'est que mon frère et ma sœur qui ont
qui ont fait des études brillantes et qui, comme ils étaient plus âgés que moi, ils étaient déjà un peu avancés là-dedans. Je les voyais réussir. Quelque part, je les admirais aussi. Quand moi, j'ai eu mes premiers échecs en sortant du bac, ça a été quand même un coup dur, je pense. Dans le sens où je culpabilisais presque de pas suivre la lignée, quoi. Est-ce que tu as le souvenir d'avoir eu des inspirations, des figures sportives qui t'ont aussi habité, ou des référents, ou des athlètes que tu admirais, quelle que soit la discipline en étant plus jeune? Moi, je dirais qu'il y en a plusieurs, mais ceux qui m'inspirent encore aujourd'hui, je dirais que ça, quand même, c'est des références plus tardives. Donc, j'étais passionné de foot. Je suis né en 1992, donc j'avais 6 ans au moment de France 98. Donc, forcément, Zinedine Zidane, ça a été longtemps l'idole, ça c'est clair. Quand on parle de talent, je crois que il y a la définition, je pense que c'est la meilleure définition du talent. Et mes références actuelles, même si évidemment Zizou, ça restera toujours quelqu'un qui, je pense, a une place particulière. Aujourd'hui, quelqu'un comme Roger Federer, par exemple, ça plus tard m'a beaucoup marqué. Et je pense qu'aujourd'hui, il a presque plus d'influence dans ce vers quoi j'ai envie d'aller et en termes de références plutôt que mes anciennes références footballistiques, quoi. On va parler de course à pied, Simon. À quel moment tu as découvert? Est-ce que ça date de Sciences Po? Est-ce que c'est vraiment là où tu as commencé à un peu tâtonner peut-être plus du bitume à l'époque? Ouais, alors comme beaucoup de footeux, je pense, on n'aimait pas tellement ça de courir. Les tours de stade. Exactement. Pour autant, j'étais toujours à des postes où l'endurance et le fait même de courir, c'était important. Donc j'avais quand même développé un peu ces qualités. Plutôt devant, c'est ça? Plutôt au milieu de terrain. Milieu de terrain, ouais, exactement. Je pense que c'est les postes où on fait le plus de kilomètres globalement à la fin du match. Naturellement, je pense que j'avais développé un peu ces qualités d'endurance, mais j'aimais pas forcément ça courir. C'est exactement à Sciences Po où je me suis mis, on va dire, à trottiner pour garder un peu la forme, parce que j'avais plus le temps forcément de faire du foot, même si je faisais du foot à Sciences Po, mais c'était quand même très léger, donc j'ai commencé un tout petit peu à courir pour garder la forme. Mais mes débuts en course à pied, comme je pense beaucoup de gens qui pratiquent le trail aujourd'hui, c'est pas pour le plaisir de courir que je me suis mis à la course à pied. Est-ce que tu as le souvenir du moment où ton regard il a un peu changé, où tu t'es dit ok, là en fait c'est bien, ou ça peut m'aider à me construire, à prendre du plaisir? Est-ce que ça vaut le coup que je m'y consacre un peu plus? Je dirais que... C'est une compétition qui a pu amener ça comme réflexion? Pas forcément, parce que je pense que j'ai commencé à courir un peu avant de me mettre mon premier dossard, qui a été un dossard en trail d'ailleurs. À l'initiative de mon frère, j'ai complété un relais qui faisait sur l'Ultra Trail du Vercors. La date, ça devait être 2016, je pense. Je suivais déjà un peu le trail avant ça, en fait, sans pratiquer moi-même. Mais je dirais que, comme pas mal de choses dans ma vie, je suis quand même de nature autodidacte. Du coup, j'aime aller essayer les choses sans trop qu'on me les explique. Ça a été un peu ça avec la course à pied. Donc, j'ai commencé à vouloir courir. Et en fait, c'est plus le challenge de courir qui m'a intéressé que le fait même de courir. C'est plus qu'est-ce que j'étais capable de faire en courant. Et notamment à une période post-études où... je m'intéressais au trail de plus en plus, notamment via ce que faisait déjà François Den au début des années 2010, ce genre de choses. Et donc, je réalisais bien qu'il y avait des choses potentiellement incroyables à faire en courant. Et c'est un peu ça je me suis pris au jeu d'essayer de voir ce que je pouvais faire en courant. Et donc, j'ai commencé un peu à courir, mais rétrospectivement, je me rends compte que c'était très peu en termes de distance, en termes de quantité, en termes de qualité, mais c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est plus le challenge de courir plutôt que la course à pied en elle-même qui m'a pris au départ. Et là, on parle de motivation intrinsèque, de courir, de la course. Est-ce qu'il y a aussi cette notion d'environnement et d'évoluer dans des décors auxquels tu t'es beaucoup attaché aussi, comme la montagne? Ça a aussi, j'imagine, beaucoup joué et créé cette passion pour la course à pied et le trail plus particulièrement. Tout à fait, en fait, et c'est là où la bascule s'est faite entre le challenge de courir et le plaisir de courir. Parce que je me suis aperçu qu'en fait, quand j'ai eu cette opportunité justement via mon frère de participer à ce trail-là, je me suis dit, faut peut-être quand même que je cours un peu sur des sentiers pour voir ce que ça donne. J'avais un terrain de jeu à un moment à côté de chez mes parents, dans le sud de la France, là, le Pic Saint-Loup, qui était un terrain de jeu parfait pour ça. Et donc j'ai commencé à courir sur des sentiers, et là je me suis aperçu que le profil, le fait de monter, de descendre, la variété des sentiers, etc., c'était vraiment quelque chose qui me paraissait beaucoup plus ludique. Et j'ai rapidement compris que en fait, je prenais du plaisir sur ce type de course à pied, là où courir sur du bitume, c'était plus par défi. Et j'ai compris en fait à ce moment-là qu'on pouvait prendre du plaisir à courir. Comment est-ce que tu qualifierais toi ton approche de la compétition? Est-ce que c'est une indispensable perspective pour trouver la motivation au quotidien? Est-ce que c'est un peu ton phare dans la nuit, le matin tôt quand il faut y aller et qu'on n'a pas envie? Est-ce que c'est plus
une quête personnelle de dépassement de soi? Est-ce qu'il y a un sujet par rapport à l'autre? Il y a un sujet par rapport à l'autre, je pense que c'est évident et je pense qu'on y reviendra, de prouver des choses. En fait, je pense que depuis un peu ces premiers échecs dont je parlais en sortant du lycée, j'ai beaucoup été dans prouver aux autres. Parce que j'avais besoin de prouver d'abord qu'en fait j'étais pas le mouton noir dans la famille. Donc quand j'ai réussi le concours de Sciences Po, ça a été une délivrance. Et puis après j'ai, je pense, beaucoup attaché de l'importance au regard des autres sur ce que je faisais, sur mon travail, sur la personne que j'étais. Et le sport, comme j'y mettais quand même beaucoup d'importance, et c'était quelque chose qui m'intéressait, qui était important pour moi dans mon équilibre. Ça a clairement été la même chose. Je pense que j'ai longtemps, et c'est sans doute toujours le cas, mais attaché de l'importance à ce que les autres percevaient de moi en tant que sportif. Et donc la compétition, c'est aussi pour ça que j'ai un rapport un peu difficile à la compétition. C'est que la compétition, c'était d'abord, je pense, pour prouver aux autres ce dont j'étais capable, plus que pour me prouver à moi-même ou plus que pour me dépasser ou ce genre de choses. Je me demande un peu d'ailleurs aujourd'hui si j'ai toujours ce rapport-là ou pas, après des choses dont on va parler, mais en tout cas, longtemps ça a été ça. Tu as une approche qui semble être très rationnelle dans ta pratique, tu es très attentif à la data notamment. Est-ce que tu as aussi un côté très instinctif dans ta course à pied? Est-ce que tu peux gérer des choses un peu au feeling, qui ne sont pas forcément des choses que tu avais prévues au plan, etc. Ou est-ce que tu es quand même quelqu'un qui est hyper structuré? Quand tu pars sur une course, tu as une stratégie hyper définie, tu vas t'y tenir, tu vas regarder ta montre régulièrement, tu vas faire le plan de nutrition que tu avais en tête? Ou est-ce que tu t'accordes des coups de folie? Alors c'est marrant parce que je suis effectivement un grand fan de data. J'adore les chiffres et en tout cas ces chiffres-là, je les adore. Je les regarde, je les analyse, etc. Et par ailleurs, sur le reste, je suis vraiment le contraire. J'ai beau me faire des plans, notamment sur des courses, comme tu l'évoquais, me dire, OK, là, je me tiens à ce plan-là, je pense que c'est la bonne stratégie. Je vais jamais la tenir. Pendant un tout petit moment, j'ai été suivi sur l'entraînement et donc j'avais un entraînement cadré. Ça fonctionnait, objectivement, ça fonctionnait. Je suis devenu un meilleur athlète comme ça, mais aujourd'hui, c'est plus le cas et parce que je me rends compte que c'est très compliqué aussi pour moi. En fait, c'est un peu le matin, je me lève et je me dis aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de faire ça ou j'ai envie de faire ça? Et c'est un peu comme ça que je gère. Donc, ouais, je suis pas très de contradiction comme tout le monde, je pense. Et de ce point de vue-là, c'est évident. T'as quel visage en course là? Si je croise Simon Duguay, alors ce sera pas possible sur les sentiers parce que je serai bien loin derrière, mais admettons que je te croise. Est-ce que c'est évidemment variable, je pense, selon les instants de la course, mais est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui est très concentré et engagé pleinement, psychologiquement, physiquement dans ce que tu vis? Est-ce que t'es ouvert à l'autre, on peut te surprendre à déconner, à discuter, ou t'es vraiment complètement investi et concentré sur ce que tu dois livrer? Je dirais que je suis plutôt quand même sérieux, vraiment impliqué dans ce que je suis en train de faire. Si je prends le départ d'une course, je considère que je suis là pour essayer de donner le meilleur de moi-même. En fait, c'est pour ça aussi que dans ma vie, j'ai pris assez peu le départ de course finalement, contrairement à d'autres qui peuvent enchaîner les courses. Parce que la course, c'est pas forcément un moyen de juste rigoler, prendre du plaisir. C'est me prouver des choses, encore une fois, et en prouver aux autres. Et donc, quand je suis au départ d'une course, c'est avant tout pour faire le job, quoi, entre guillemets. Je sais pas si finalement je prends tant de plaisir que ça en compétition aussi pour ça, parce que j'y vais avec ces ambitions-là, d'essayer de faire le mieux possible. Et c'est pas forcément le chemin le plus intéressant finalement pour toi, c'est plus la destination. C'est ce que le juge de paix sera le chrono ou le classement dira. Ouais, je pense que j'attache sans doute trop, et c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'essayer de travailler. Et c'est aussi ce pourquoi c'est notamment cette année et demie là qui vient de se passer, j'ai pas mis de dossard. C'est parce que je me suis rendu compte que j'attachais énormément d'importance aux résultats et que en fait c'est toujours déceptif quand on s'intéresse qu'aux résultats parce que le résultat est jamais à la hauteur. Enfin, à part de gagner l'UTMB, objectivement, ce qui n'arrivera jamais. T'as un voisin ici là qui a même deux d'ailleurs qui trustent pas mal de place. Ouais. Mais voilà, typiquement ça aussi c'est un autre sujet, mais quand on s'intéresse qu'aux résultats et qu'on a mon niveau, en fait on peut toujours remettre en question ce qu'on a fait, donc on n'est jamais pleinement satisfait. Et donc en fait ça peut même te faire sortir très tôt des courses, non, peut-être, si t'es déjà pas du tout dans les temps que t'avais imaginé. Est-ce que t'as déjà course perdue et Tout à fait. Alors ça, là tu mets le doigt sur quelque chose qui m'est arrivé de très nombreuses fois, c'est qu'en fait on part avec des ambitions, on sait. Je suis assez lucide pour savoir que je vais pas gagner la course. Par contre, j'ai quand même des ambitions de chronométrique ou de place. Et dès qu'on sort un peu de ce schéma-là, tout de suite, on perd ses moyens.
Et à partir de là, mentalement, ça devient très difficile, notamment sur des courses d'ultra où la place du mental est évidemment essentielle. Donc c'est pour ça que j'ai envie de revenir à la compétition, mais en essayant de travailler sur ce mindset, parce qu'objectivement, sinon ça me réussira jamais. Je vais parler d'un terme sur lequel on va beaucoup développer plus tard. Je trouve que c'est le bon moment pour le mettre sur la table. C'est la notion d'ultra, à prendre dans son acception, je pense, assez large, qui est oui, l'ultra trail, mais au-delà de ça, l'ultra performance, l'ultra sous toutes ses formes. Pour toi, c'est le format ou la chose iconique absolue, la chose la plus pure dans le dépassement de soi? J'ai une fascination pour l'ultra endurance, je dirais, au sens large, parce que ça touche évidemment le trail en priorité, mais aussi le vélo aussi de plus en plus. J'ai une fascination parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai jamais réussi à vraiment cerner. En tout cas, pas du tout de façon instinctive. C'est pas du tout naturel, je pense, chez moi. Et d'ailleurs, je le vois aussi, ne serait-ce que d'un point de vue de mes capacités physiques. Je pense que c'est pas mes qualités d'aller sur ce genre de choses-là. Donc, à titre personnel, j'ai jamais réussi à l'appréhender. Et donc, j'ai essayé par les autres, par les gens qui sont autour de moi, par mon métier, d'essayer d'aller explorer ce que c'est. Et c'est toujours une quête. Je pense que ça sera une quête peut-être toute ma vie. Je sais pas si un jour j'aurai vraiment toutes les réponses à ce qui se passe dans ce genre de discipline. Maintenant, ce qui m'a passionné, c'est avant tout la recherche de ce qu'il y avait derrière, parce que je suis quelqu'un de curieux, parce que je pense que c'est un peu un fil rouge dans ma vie d'essayer de comprendre, et ça, j'ai envie vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe derrière l'ultra. On va en parler tout à l'heure. Il y a une expérience assez fondatrice sur le sujet. La route, tu l'as évoqué tout à l'heure. Quelle place elle tient là aujourd'hui? Est-ce que ça reste malgré tout un indispensable complément, même si on comprend que ton cœur t'appelle vers les montagnes? Est-ce que c'est important pour toi? On te voit œuvrer assez régulièrement sur marathon, notamment à Paris. Ouais. Ce sera le cas d'ailleurs l'année prochaine, si tout se passe bien, en tout cas à Paris. Mais en tout cas, il y a un marathon qui sera... Enfin, l'année prochaine, on est le 3 ou 4 janvier, donc cette année. Quelques mois. Il y aura un marathon, en tout cas, à l'agenda. T'as marqué ça d'une pierre blanche. Et à quel point c'est important aujourd'hui pour toi d'avoir aussi ça? Il y a une dimension qu'on n'a pas encore forcément abordée, mais je suis un passionné de sport au sens large. Je suis un consommateur excessif de sport et tous les sports. La course à pied sur route, sur piste, m'a toujours intéressé en tant que passionné de sport. Pas forcément en tant que pratiquant, mais en tant que passionné de sport, parce que les JO, toutes ces compétitions où on avait accès à ces sports-là de façon facile. J'ai toujours été fasciné par les coureurs africains, Gebre Selassie, Kenenisa Bekele, toutes ces personnes-là. Et donc je me suis toujours intéressé à la course à pied sur route. Par contre, je dois admettre que j'avais un peu cette tendance du trailer parfois à dénigrer un peu dès que ça touchait au bitume, dès que c'était un peu trop plat. J'ai compris finalement que c'était quelque chose en fait qu'on pouvait déjà prendre du plaisir à courir sur route, ce qui a été longtemps compliqué pour moi compte tenu aussi de comment je me suis mis à la course à pied, comme je le racontais tout à l'heure autour du trail, et que c'est là où j'ai commencé à prendre du plaisir. Par contre, j'ai plus tard compris qu'on pouvait prendre du plaisir sur la route. Et en fait, j'ai aussi toujours dans le même processus c'était quelque chose que j'avais envie de comprendre, et comment ça marchait, comment ça fonctionnait. Et c'est pour ça que j'ai essayé de l'appliquer à moi-même et à tenter l'expérience. Étant passionné quand même plutôt par les longues distances, c'est sur marathon que j'ai eu mes uniques expériences. En 2022, mon premier marathon à Paris, puis l'année dernière en 2023. 2h40 la première fois, c'est 2h40, 15 secondes la première fois, et la deuxième fois 2h34, 42 si je dis pas de bêtises. Et en fait, pour être très franc, je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir en compétition que sur ces deux marathons, alors que c'est quand on regarde mon histoire et qui je suis aujourd'hui et où je vis, et etc. On te jette des cailloux quand tu sors de chez toi depuis. C'est pour ça que je le dis pas trop fort quand je suis ici, mais maintenant j'ai un peu un esprit de contradiction qui fait que j'aime bien le dire quand même, parce que juste pour énerver un peu les gens. Mais le fait est que aujourd'hui j'ai complètement changé mon regard sur ça, et en fait ça peut t'aider pour le trail aussi, enfin, tout ce que tu fais comme travail peut aussi t'aider en vitesse. Sans doute. Et puis on s'aperçoit aujourd'hui que de toute façon, pour gagner l'UTMB, enfin on regarde, c'est assez simple, on regarde les références chronométriques sur route des gens qui gagnent l'UTMB, on s'aperçoit que c'est quand même des très bons coureurs aussi sur route, donc c'est évident qu'il faut quand même ce genre de qualité aussi pour courir sur trail et même sur longue distance. Tu passes beaucoup de temps à côtoyer les plus grands athlètes de la discipline pour des raisons géographiques mais aussi professionnelles dans le cadre de ton travail. Quel impact ça peut avoir sur ta pratique, et puis à quel point ça peut être bénéfique, ou à contrario peut-être créer un biais ou se laisser griser ou un peu tromper finalement, parce que sans s'en rendre compte, les modèles qu'on a sont finalement des modèles qui sont inatteignables en soi en tout cas, et que finalement on a une fausse vision de ce qu'on peut être en capacité de réaliser. Je me suis longtemps posé la question, et pour le coup je crois que j'ai trouvé la réponse à ça. Je pense que c'est un désavantage pour moi aujourd'hui qu'un avantage, de par l'importance dont je parlais du résultat que j'accorde à mes propres performances.
Je baigne, faut être clair, hein, tous les gens avec qui je cours au quotidien, c'est tous des athlètes de haut niveau. Certains parmi les plus grands athlètes actuels. On ne sait pas citer, mais on peut peut-être dire. Ouais. Oui, Jim Walmsley, François Den, Simon Gosselin, Baptiste, Chassagne, tous ces gens-là. Voilà, ils font partie des meilleurs dans leur sport. Ne serait-ce que déjà, si j'étais athlète de haut niveau, puisque ce sont les meilleurs, je serais déjà moins bon, déjà par nature. Mais en plus, je suis pas athlète de haut niveau, et donc, puisque je cours avec eux beaucoup, puisque je suis capable de les suivre à l'entraînement, puisque je fais même des aventures avec eux, je fais des choses relativement dures physiquement avec eux, ça m'a laissé penser que moi-même, j'étais capable de faire des choses, sans doute, qui sont sans doute pas dans le champ des possibles. Et donc, je me suis fait des fausses idées, je pense, sur mon niveau réel, et en tout cas, les ambitions le niveau d'ambition que je pouvais mettre dans ma pratique, compte tenu aussi des contraintes qui sont les miennes, qui sont un travail qui aussi me prend beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, plein de choses qui font que oui, j'ai pas une vie d'athlète de haut niveau, ça c'est évident, même si je passe beaucoup de temps dehors, même si je cours beaucoup, même si je m'entraîne beaucoup, à la fin c'est quand même pas la même chose. J'ai sans doute longtemps mis un niveau d'exigence dans mes résultats qui n'était pas corrélé à la réalité en fait. Ça, j'ai eu la réponse à cette question, et donc aujourd'hui j'ai beaucoup plus de détachement par rapport à ça, donc j'en suis conscient et je le vis beaucoup mieux, mais c'est vrai que pendant longtemps ça a été, je pense, plus un frein que quelque chose de bénéfique. La dimension performance, là on l'a compris, elle est très centrale dans ton approche. À quel point ça te procure du plaisir, une sortie un dimanche matin là, sous le soleil ou sous la pluie, sur lequel il n'y a pas forcément une grosse séance de prépa ou qui est corrélée à un objectif. Est-ce que c'est un moment d'accomplissement pour toi aussi beaucoup ? Ça l'est devenu de plus en plus en fait, et aujourd'hui ça l'est vraiment. Là tu vois, quand tu arrives ici à Beaufort, tu vois, il y a plein de sommets autour de la maison. Moi, ne serait-ce que aller faire un sommet comme ça, juste pour le plaisir en fait, juste aller courir sans de réels objectifs, aujourd'hui c'est devenu un vrai plaisir, et je trouve un vrai épanouissement à juste être dehors et accomplir des choses qui peuvent paraître banales, mais qui en fait... j'ai besoin quand même d'un accomplissement, je pense, dans tout ce que je fais, un peu, même si c'est des choses un peu banales, c'est de faire un sommet, c'est de faire 20 km, c'est de... Enfin voilà, j'ai besoin de me raccrocher souvent à des choses. Par contre, ça peut être des choses un peu banales comme ça, et ça peut suffire à me procurer du plaisir aujourd'hui. Ouais. On a beaucoup parlé de trail par ma faute là jusqu'à maintenant, mais c'est pas l'unique composante de ta pratique sportive. Il y a le vélo aussi, beaucoup, tu croises pas mal. Il y a aussi le ski de rando, je pense, ou ski alpi que tu pratiques beaucoup. Quelle place, quel intérêt, et comment tu les situes peut-être par rapport à ton intérêt pour la course à pied ? Je vais peut-être d'abord parler du ski, parce que même si le vélo a plus de place aujourd'hui dans ma pratique sportive, mais le ski en fait... c'est quelque chose, en tout cas le ski de rando, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en arrivant dans le Beaufortin et que j'ai commencé à pratiquer un peu plus régulièrement. Même si je suis pas le plus grand pratiquant de ski, malgré le fait que j'habite au paradis du ski de randonnée et du ski alpinisme. Et c'est ça m'étonne que t'aies pas dit paradis tout court. Oui, tout à fait. J'aurais pu dire paradis tout court, mais en l'occurrence, je voulais être précis sur le ski alpi. Et autant il peut y avoir débat sur d'autres choses, autant sur le ski alpinisme, c'est dur de débattre là-dessus. Je pense sur le paradis du ski alpinisme, c'est clairement le Beaufortin. En fait, oui, je suis pas le plus grand pratiquant parce que il y a des contraintes, il y a plein de contraintes qui font que ne serait-ce que déjà moi pour aller skier, il faut que je monte à Arèche, donc ne serait-ce que ça fait que au final c'est des petites contraintes comme ça qui font que dans mon agenda parfois je préfère aller courir qu'aller skier. Mais ça reste quand même un sport que j'ai découvert ici et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à faire du sport différemment en fonction des saisons. C'est quelque chose que je connaissais pas avant, ça. Quand on habite n'importe où en France, à part en montagne, en fait, on peut courir toute l'année, c'est pas un problème. Moi, je suis arrivé ici, je crois que le premier hiver, c'était un hiver où on était encore plus ou moins confinés. On a eu un hiver exceptionnel en termes d'enneigement, etc. Et globalement, si je voulais courir, je courais sur mon tapis que j'ai acheté d'ailleurs à cette occasion-là. Mais sinon je courais pas quoi. Donc ça, découvrir ça a été un vrai plaisir et je l'ai découvert par le ski. Ensuite, de plus en plus, j'ai commencé à comprendre on pouvait voir des choses différentes en montagne en ski qu'à pied ou qu'à vélo. Donc ça aussi c'est quelque chose qui me plaît et j'ai vraiment l'ambition d'aller découvrir ça un peu plus en profondeur dans les années qui viennent. Je pense que c'est quelque chose qui prend du temps, d'être à l'aise en montagne en hiver, c'est quand même autre chose. D'être sur une arête un peu gelée, avec les crampons, etc., c'est quand même pas pareil. Donc je me laisse le temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'explorer de plus en plus. Et le vélo, ça a pris une place très importante aujourd'hui dans ma pratique sportive, parce que j'ai eu des déceptions en course à pied dans le passé, qui ont fait que j'avais envie de voir autre chose. L'effort du vélo m'a plu. La solitude que le vélo peut apporter aussi m'a plu d'une certaine manière, même si pour beaucoup ça peut être un peu ennuyant même de faire du vélo seul. Moi pour le coup j'aime bien ça.
À des moments où j'avais besoin aussi de réfléchir, de me poser des questions, ça a été un sport qui était important pour moi. Après, par la force des choses aussi, notamment l'année dernière où j'ai eu une fracture de fatigue à la branche iliopubienne, donc un os qui relie l'avant et l'arrière du bassin, qui m'a forcé à faire du vélo pendant 9 semaines. Et donc du coup, j'ai découvert des choses en fait, là encore, par le vélo que je pensais pas que ça pouvait m'apporter. Donc aujourd'hui, le vélo a une place hyper importante dans ma pratique. Merci beaucoup Simon, ça en est fini pour ce premier paragraphe de notre long et passionnant échange. Et on va passer maintenant à notre rubrique du questionnaire de Proust. J'ai 3 questions à te poser. La première d'entre elles, le moment de ta vie où tu as été le plus heureux jusqu'ici. Est-ce que c'est une réponse évidente pour toi ? C'est pas une réponse évidente parce que je pense que notamment depuis quelques années où je suis hyper épanoui dans ma pratique professionnelle et qui est très intimement liée avec mes passions personnelles, j'ai connu beaucoup de moments très heureux. Pour autant, je pense que un moment qui était à la fois heureux et à la fois qui a été une clé dans ma vie, c'est le jour où j'ai appris que j'avais réussi le concours de Sciences Po. Je pense que quand j'ai réfléchi un peu à ça, c'est venu assez vite finalement. J'étais d'ailleurs en randonnée avec mes parents en montagne. Alors j'étais pas dans le Beaufortin, mais on était en Vanoise. J'ai eu une notification sur mon téléphone. À un moment, on a récupéré du réseau. Et c'est là où j'ai eu un mail m'indiquant que j'étais pris au concours. Et ça a été vraiment un moment hyper heureux pour moi. Je me souviens avoir crié. On était en montagne seul. Et j'étais tellement heureux parce que j'étais libéré d'un poids, je pense, à ce moment-là. Plus que vraiment le bonheur juste d'aller faire Sciences Po. C'était plus exactement de me dire, OK, c'est bon, ça au moins j'ai fait. Je suis pas... Ouais, c'est acquis. Ouais, c'est acquis, exactement. Deuxième question, le trait de caractère que tu estimes le plus chez les autres ? Je dirais que c'est la loyauté. J'accorde énormément d'importance. Je suis quelqu'un de relativement solitaire. J'aime être plutôt seul dans le quotidien. Par contre, je suis capable de faire par amitié énormément de choses. Et même dans le travail, avec des gens avec qui je considère qu'on a une relation proche, je peux faire beaucoup de choses. Je peux vraiment m'engager dans des projets, dans des relations amicales ou professionnelles. Par contre, j'attends en retour de la loyauté. C'est quelque chose, je pense, hyper fondateur dans toutes les relations que j'ai pu avoir dans ma vie et que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de central, je pense. T'as ressenti beaucoup de trahisons là jusqu'ici ? J'ai connu des trahisons. Et je pense que c'est presque ce qui m'a fait le plus souffrir, je pense, dans ma vie. Ça a été ça. Derrière la trahison, je pense que c'est plus ma propre... on se renvoie sa propre faute, peut-être, de se dire, est-ce que c'est pas... La trahison, elle vient pas de moi, finalement. Pourquoi on m'a trahi ? C'est plus ça, je pense que c'est plus ces questionnements-là qui ont fait que ça a pu me faire souffrir. Effectivement, je pense que si j'accorde autant d'importance à la loyauté aujourd'hui, c'est sans doute aussi pour ça. Ouais. Dernière question de ce questionnaire de Proust. Quelle est la décision la plus difficile, ou on peut l'avoir d'une autre façon, la plus audacieuse que tu aies jamais prise jusqu'ici ? Un jour, donc post-études, j'ai bossé au ministère de la Défense après mes études et puis après j'ai eu une période où je me cherchais un peu, je savais pas exactement vers quoi j'avais vraiment envie d'aller finalement. Est-ce que c'était vraiment les questions de défense, sécurité, etc. Il y a un jour où j'ai pris la décision ferme de me dire ok, en fait maintenant je vais mettre mon épanouissement personnel avant le reste, et donc ça passait par quitter Paris, ça passait par aller suivre cette envie que j'avais depuis longtemps de me rapprocher des montagnes, de vivre dans cet environnement, de travailler aussi dans un domaine qui était lié au sport. Je partais dans l'inconnu, objectivement, parce que j'avais pas de bagage éducatif, en tout cas universitaire pour aller faire ça, même si, en ayant fait Sciences Po, j'avais toujours des pistes pour aller à droite à gauche et je serais toujours retombé sur mes pattes. Mais en tout cas, cette décision de partir, je pense, elle a été la plus longue à prendre, donc la plus difficile, mais ma meilleure décision, ça c'est sûr. Visiblement, vu le sourire que tu as aux lèvres, tu as fait le bon choix. Merci beaucoup Simon. Je vais présenter maintenant ta course épique que un certain nombre de nos auditeurs doivent bien connaître, mais je vais quand même en replanter brièvement le décor. On va parler de la TDS et puis de l'édition 2022 plus particulièrement. Donc TDS, c'est l'acronyme de la trace des Ducs de Savoie. Et elle se tient à cette course à l'occasion de la semaine UTMB Mont-Blanc à Chamonix. Belle, technique, sauvage, exigeante, hardcore comme elle a pu l'être là cette année avec des conditions particulièrement difficiles. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire la TDS qui relie le Val d'Aoste en Italie à la Savoie, à la découverte des villages du Tour du Mont-Blanc et des massifs qui les entourent. En plus de son traditionnel départ à Courmayeur, la TDS part à la découverte du Beaufortin, avec à la clé une vue imprenable sur la Pyramide et le Grand Mont, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ? Non, tu dis pas de bêtises. Pour parler chiffres, cette course est longue de 145 km et compte 9100 mètres de dénivelé positif. Vous étiez 1774 coureurs au départ à Courmayeur en 2022.
année qui nous intéresse donc plus particulièrement aujourd'hui avec ton récit, avec l'espoir de rallier donc la ligne d'arrivée place du Triangle de l'Amitié à Chamonix. Cette année-là, seuls 1072 coureuses et coureurs y sont parvenus, soit un taux d'abandon de 40% qui est globalement dans les standards de la course. La course, elle se gagne habituellement entre 18 et 19 heures chez les hommes et 22-23 heures chez les femmes, alors que les derniers boucleront la course en 44h10 qui est la barrière horaire maximum autorisée. C'est en l'occurrence Ludo Pommeret qui l'a emporté chez les hommes cette année-là en 18h37, un grand moment d'émotion. C'était d'une puissance absolue et un grand moment de réjouissance. Et Martina Valmasseri qui l'a emporté elle, chez les femmes en 22h42. Voilà, deux très beaux lauréats. Simon, voilà, ça se passait idéalement, on peut le dire, mais tu sais ce qui nous attend maintenant. Tu connais un peu le podcast, c'est le moment de la question qui pique. J'ai creusé, alors j'ai fait quelques épisodes sur la TDS, donc c'est de plus en plus compliqué de trouver des questions qui piquent, mais bonne nouvelle, j'ai réussi à trouver ce qu'il faut et c'est évidemment complètement tiré par les cheveux, sinon ce serait pas drôle. Donc TDS, c'est un acronyme qui veut dire pas mal de choses. C'est une émission de Daily Show. C'est un syndrome qui s'appelle le Trump Derangement Syndrome, qui quand on s'emporte un peu facilement, de façon déraisonnable. C'est aussi le nom du Toronto Daily Star, un quotidien canadien, mais c'est aussi l'acronyme de Tetris DS. Donc voilà, je vais te poser une question sur le jeu Tetris. Je sais pas si tu as joué ou pratiqué. Un petit peu, comme tout le monde, je pense. Bon, j'ai 3 questions sous forme de vrai-faux. Ça va être assez rapide, assez facile. Il est possible de finir le jeu Tetris. Je dirais que c'est faux. C'est vrai. Ok. Pas facile. Le jeu Tetris a déjà été fini. Je dirais que c'est faux. C'est vrai. Et le premier à l'avoir fini est un ado de 13 ans. Alors ça, je pense que c'est vrai. Et c'est vrai, effectivement. C'est une bonne réponse, Simon. C'est tout récent, c'est pour ça que je t'en parle. C'est un joueur pro de 13 ans qui a réussi à jouer Tetris jusqu'à ce que le jeu plante. Un exploit qui n'avait jamais été réalisé par un humain depuis la sortie du jeu en 1989. On parlait de l'IA tout à l'heure là en préambule. Même si c'est vendu par millions, donc aucun joueur n'était parvenu à terminer le jeu jusqu'ici. En tout cas, personne n'avait pu le prouver jusqu'à maintenant. Mais 34 ans après, donc la sortie du jeu, un ado est parvenu à vaincre la machine. Donc Willis Gibson, c'est son nom. Il était déjà très actif, il faisait pas mal de compètes et de tournois. Et donc le 21 décembre dernier, tu vois, pendant que nous on préparait tranquillement notre réveillon, qu'on bouclait nos derniers sujets de l'année, lui il diffusait sa partie et puis il a tenté de battre le record du monde. Il a réussi à faire planter Tetris. Donc le principe c'est toutes les 10 lignes, ça s'accélère jusqu'au niveau 29 et puis au niveau 29 ça bouge plus et donc là ça va à 200 à l'heure. Et lui il a réussi à aller au 157e niveau après 1511 lignes et donc là il a bloqué le jeu et le code a plus réussi à délivrer en fait la suite du truc. Donc on considère qu'il a officiellement fini Tetris et voilà, seule une IA avait réussi à le faire avant lui jusqu'à maintenant. Impressionnant, et ça prouve que quand même l'être humain a encore que des belles cartes à jouer. C'est ça. Merci beaucoup Simon, pas facile. On va passer maintenant à ta course hébrique, c'est de circonstance pour Tetris, la TDS 2022. Est-ce que tu peux nous raconter ton lien et ton affect par rapport à cette course-là, la TDS? Tu as participé pour la première fois l'année précédente, en 2021. Ça a toujours été une évidence pour toi qu'elle allait trouver un moment une place dans ta vie, cette course? Alors non, parce que évidemment, comme beaucoup de trailers, l'UTMB a été quand même moteur dans ma passion pour le trail, parce que c'est la course la plus médiatisée, celle qu'on regarde, celle que, comme je l'expliquais, moi je me suis, plus que Kylian, moi ça a été François Daen qui m'a beaucoup marqué au début quand j'ai suivi le trail et l'ultra, sans doute mon côté un peu franchouillard et chauvin qui faisait ça, mais et c'est ces exploits sur l'UTMB qui m'ont marqué d'abord. Donc la TDS, pas tout de suite. Mon intérêt surtout pour la TDS est arrivé au moment où ils ont changé le parcours en 2019. Pour la première fois, ils changent le parcours et pour la première fois, la course passe à Beaufort. Donc si la course passait dans le Beaufortin par le passé, c'était assez bref. Désormais, sur le nouveau parcours, c'est une partie qui est beaucoup plus importante et en termes de distance, de dénivelé et d'importance tout court dans la course. Donc c'est vraiment à partir de là où moi je me suis... donc j'habitais pas à Beaufort encore à l'époque quand ils ont changé le parcours et par contre j'ai eu un intérêt particulier pour cette course quand moi j'ai commencé à m'installer dans le Beaufortin en me disant bah tiens, j'ai quand même une des courses de l'UTMB qui passe chez moi, littéralement dans ma rue. Donc c'est comme ça que la TDS a vraiment pris une place à part parmi les courses de l'UTMB. Ensuite, le fait est que la TDS a été un petit peu mis de côté, en tout cas un peu à part des 3 autres courses majeures parce qu'elle fait pas partie de l'UTMB World Series, c'est pas une finale de l'UTMB World Series, donc elle a eu aussi ce caractère un petit peu alternatif. Exactement, ouais. Et ça me plaisait bien. Il y avait une dimension aussi qu'il faut pas négliger, c'est le fait que c'est une course qui se déroule en début de semaine, contrairement aux autres courses qui sont plutôt en fin de semaine. On peut bien bosser après aussi. Exactement. Donc on peut tout faire. On peut potentiellement la courir et travailler derrière. Ça c'était aussi une caractéristique assez importante. Et c'est un peu comme ça que la TDS est apparue. 2020, 2021, j'ai eu très vite envie de la courir.
T'as abandonné donc sur cette première édition au kilomètre 90, je crois, sur avis médical. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as globalement vécu la course et puis quel enseignement t'en as tiré? Qu'est-ce que tu as mis en plus dans ton petit bagage de connaissances au sortir de cet abandon-là? 2021, j'arrive sur la course assez fort physiquement, je pense, par rapport à mon niveau. J'étais quand même bien prêt, je pense, et je me sentais en forme. C'était une découverte. J'avais, l'année d'avant, abandonné sur un ultra, déjà sur l'échappée belle. C'était l'année Covid où c'est une des seules courses qui avait eu lieu, l'échappée belle, et j'avais abandonné cette course-là. Mais j'avais vu que j'avais quand même potentiellement, en tout cas, je sentais que j'avais des capacités pour finir ce genre de course. Je l'ai préparé très sérieusement, je pense, relativement sérieusement en tout cas. J'étais quand même assez en forme au départ à Courmayeur en 2021. C'est une année particulière aussi parce que c'est une année où il y a eu ce drame au Passeur de Pralognan, un des concurrents qui chute et qui décède. Et donc moi j'ai eu la chance de passer avant que ça arrive. Donc la course se passait plutôt bien, hein, objectivement. Je me souviens d'avoir fait une bonne partie de la course avec Pierre Gapillan. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais qui m'avait quand même pas mal tiré. Et cette année-là, je crois qu'il finit dans les 15 premiers, Pierre. On est ensemble jusqu'au Passeur de Pralognan, justement. Et ça se passe quand même plutôt bien. Ça se dérègle un petit peu à partir de justement cette partie dans le Beaufortin. Donc en fait, à l'époque, on partait à 15h. Donc on arrive dans cette partie-là de nuit. C'est quand même frais, comme toujours en fin d'été dans ces régions-là. J'ai une première alerte au niveau du Cormet de Roseland. Je sens que j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de la poitrine, mais je ne saurais pas trop bien définir. Je vois les gens qui me ravitaillent, mes deux copains qui me ravitaillent au Cormet de Roseland, Valentin et Jordan qui étaient là, et juste pour m'encourager, parce que le ravitaillement n'est pas autorisé à ce ravitaillement-là, mais ils me disent, ouais, peut-être desserre ton sac, peut-être ton sac est trop serré. Et sur les 15 km suivants, cette douleur s'intensifie, jusqu'à que j'ai un peu une forme de décharge au niveau du cœur, juste après le ravitaillement de la gîte. On doit être au 77e kilomètre, quelque chose comme ça. T'avais jamais eu ça, de symptômes? J'avais jamais eu ça. Pour le contexte, ma mère avait quelques antécédents cardiaques, mais pas forcément directement... elle avait jamais eu non plus ce genre de phénomène-là. Hein. Et donc, quand ça m'est arrivé, j'ai eu peur. Je savais pas trop qu'est-ce qui m'arrivait. Je savais qu'il y avait des médecins à la base de vie à Beaufort, au 93e ou 90e kilomètre. Et donc, en fait, mon réflexe a été plutôt... D'abord, je me suis un peu arrêté sur le moment. Et puis après, je suis reparti. L'idée, c'était vraiment d'arriver à Beaufort et de voir un médecin, juste avec la volonté de pas monter trop haut le cœur, parce que je savais pas trop qu'est-ce qui m'était arrivé. Et donc, j'ai fait un peu comme ça, 15 kilomètres, un peu en croix, à marcher tranquillement jusqu'à arriver à Beaufort. Et arrivé à Beaufort, la vérité, c'est que j'étais quand même aussi déjà fatigué, sans que je m'en rende forcément compte, mais le fait de faire cette partie un peu plus lentement, la pression, on va dire, était un peu redescendue, et donc je sens la fatigue qui était là, puis il y avait la nuit, c'était toute fin de nuit quand je suis arrivé à Beaufort. Il y a la nuit blanche aussi qui était passée par là. Quand j'en parle au médecin, on me fait un électrocardiogramme. Il faut savoir qu'on voit rarement quelque chose, un électrocardiogramme, surtout là comme ça à l'effort. Objectivement, le médecin que j'ai vu à Beaufort m'a pas empêché de repartir. Par contre, m'a déconseillé. J'ai pris un peu ça, sans doute, à ce moment-là, comme une porte de sortie, un peu un échappatoire. Et finalement, c'était pas ta décision. Enfin, ça l'était partiellement. En tout cas, ça l'a justifié, ouais. Je pense. Et ça, je l'ai compris plus tard. Sur le moment, c'est vrai que j'avais quand même vraiment eu peur, et donc sur le moment, je pensais que je prenais la bonne décision. Et puis après, il y a la frustration qui est arrivée, et finalement, quand j'ai analysé la chose, je me suis rendu compte que si le médecin m'avait pas interdit de repartir, c'est que c'est sans doute j'aurais pu. On sait pas vraiment, mais en tout cas, il y a eu de la frustration de ce premier abandon qui est arrivé. Sachant que j'étais quand même relativement heureux de mes performances, de ma performance sportive. J'étais quand même content de ma forme ce jour-là, et globalement plutôt satisfait de ce point de vue-là. Est-ce que ça a tendance à soulever des questions un peu plus larges en fait sur tes capacités entre guillemets sur l'ultra? Il y avait eu un abandon précédemment sur l'échappée belle, je crois, en 2020. C'est ça. Est-ce que là, tu as comme un espèce de petit pattern qui se dessine et puis qui te fait peut-être te poser des questions sur est-ce que oui ou non c'est pour moi? Ouais, tout à fait. Alors en fait, j'ai dû prendre 5 fois le départ d'un ultra dans ma vie. Mes 2 premiers, je les ai terminés. Et les 2 premiers, j'étais beaucoup moins dans cette démarche de regarder le résultat. Et bizarrement, c'est les 2 que je finis. Et puis ensuite est arrivé l'échappée belle où j'abandonne, cette TDS où j'abandonne. Et effectivement, je commence à me poser des questions sur à la fois, est-ce que j'ai le profil physique pour faire ce genre d'effort-là? Et puis cette question-là, je l'ai assez vite répondu, dans le sens où... Je pense profondément que tout le monde, plus ou moins, peut faire de l'ultra s'il s'en donne les moyens. Je me souviens avoir discuté de cette chose-là avec Xavier Thévenard. Alors évidemment, il y a sans doute des prédispositions et sans doute des qualités naturelles chez certains, mais je pense que si on se donne les moyens, tout le monde peut faire de l'ultra et peut finir un ultra. Je pense pas que ça soit
infaisable et d'être dans les barrières horaires pour beaucoup de courses, c'est totalement jouable. Donc objectivement, je peux finir un ultra, je pense. Ça me semble évident d'un point de vue purement physique. La problématique, elle vient du mental. J'ai des capacités mentales qui sont assez faibles, je pense. Et en tout cas, trop faibles jusqu'à présent pour ce genre d'efforts-là, pour ce que ces efforts-là demandent. J'ai commencé, je pense, à prendre conscience de ça après cet abandon de la TDS 2021 où je me suis beaucoup remis en question sur justement, en fait, pourquoi j'y allais aussi sur ces courses-là et est-ce que j'y allais pour les bonnes raisons. Je pense que cette TDS 2021, cet abandon-là, il a commencé à me faire vraiment prendre conscience de ça. Tu es bien arrivé dans des bonnes dispositions, là, dont on a compris sur l'édition 2021. Est-ce que tu as adapté des choses pour ta nouvelle tentative en 2022? Tu es préparé aussi coaché par Simon Gosselin, tu en parlais tout à l'heure. Est-ce que vous avez mis des choses un peu différentes en place? De ce que j'ai pu voir dans des vidéos que j'ai regardées de toi, tu considères que ta préparation était relativement courte. Donc, tu as fait un gros rush de spécifique là, à partir du début du mois de juillet, je crois. Tout à fait. Qu'est-ce que globalement tu as adapté, ajusté? Tout est lié chez moi entre le pro et le perso. 2022, c'est une année où je commence aussi à avoir une activité professionnelle qui se développe de plus en plus, où j'ai des projets de plus en plus gros, plus en plus importants et qui me pressent de plus en plus de temps, plus en plus de demandes aussi. Donc au début, on est aussi dans la difficulté de dire non et donc on prend un peu tout ce qu'on nous donne. Je rentre dans cette année 2022 un peu comme ça avec le travail qui commence à prendre vraiment une importance vraiment crucial dans mon quotidien. À côté de ça, j'essaie justement avec Simon de faire en sorte d'être plus efficace sur comment je m'entraîne. J'ai la sensation, parce que Simon, je pense, ça c'est un coach exceptionnel, je pense qu'il sait s'adapter à toutes les situations et avec moi, je pense qu'on a commencé à réussir à mettre en place des choses pour être plus efficace et essayer d'être, en tout cas, trouver une forme de flexibilité qui fait que j'arrive à m'entraîner malgré le fait que je me déplace de plus en plus et que j'ai moins en moins de temps à consacrer forcément à ma pratique, moins de temps libre sans doute, et aussi le fait que moi, je travaille beaucoup le week-end parce que soit je suis sur des événements en train de shooter, soit c'est des moments où je suis dans des deadlines où il faut que je bosse, etc. C'est effectivement là où on aurait potentiellement le plus de temps pour faire des longues heures qu'on a besoin de faire sur ce genre de distance. Et malgré tout, j'ai l'impression, grâce à Simon, de quand même de passer un palier, d'aller chercher et notamment en endurance, grâce au vélo aussi, des choses que j'avais pas avant en termes d'endurance pure. Je pense que j'ai toujours été par le foot, par mes qualités naturelles plutôt explosif. Et c'est pour ça que sur des formats marathon sur route 2h30, je pense que c'est des temps qui me conviennent plutôt bien. Mais dès qu'on passait des 6-10 heures, c'est plus compliqué. Et j'ai l'impression cette année-là d'avoir quand même réussi à passer un cap, malgré toutes ces contraintes liées au travail. Je suis quand même plutôt content de comment j'arrive à mener ma barque sportive et à comment j'évolue en tant que sportif. La constance, là, dans ces moments de préparation, c'est un sujet pour toi? Est-ce que c'est difficile et que c'est une lutte? Ou globalement, quand tu as cet objectif majeur en tête, tout ce que tu entreprends pour te donner les chances de succès, tu l'embrasses et tu te poses pas la question et tu le fais parce qu'il faut y aller? Ou est-ce que parfois tu traînes vraiment la patte? Je pense que profondément j'ai un caractère un peu feignant, comme je l'expliquais. Parfois ça a tendance à pouvoir ressortir. Maintenant c'est devenu un tel besoin tellement essentiel dans ma vie, le sport, que quand j'en fais pas, en fait, ça devient problématique. Je dirais que là, pendant 1 an et demi, j'ai pas mis de dossard et pour autant, j'ai quand même continué à m'entraîner. Et donc, la constance a jamais été vraiment un problème. Ce qui a été plus un problème, c'est comment s'entraîner de façon performante, j'ai envie de dire, quand on a des contraintes qui sont autres. Et c'est ça qui a été longtemps difficile pour moi, c'est comment on arrive à faire une séance ou à placer un entraînement qu'on doit placer à ce moment-là, parce que c'est important de le faire à ce moment-là, alors qu'en même temps, on a d'autres contraintes. Ça a été long à mettre en place. Tu reconduis la même équipe là sur l'année 2002 en termes d'assistance? Tout à fait. Alors, du coup, j'en ai pas parlé sur l'année 2021, mais c'était la première fois. Alors, j'ai 2 amis qui m'ont fait l'assistance en 2021 sur cette TDS, Valentin et Jordan. Pour donner un peu de contexte, ils sont pas du tout du sérail, du trail. Jordan est un énorme passionné de sport. Il est très cultivé dans tous les sports. Il a une connaissance assez incroyable. Et donc, il suivait le trail, évidemment, et il savait ce qui se passait, etc. Et puis, il me voyait courir, et donc, ça l'intéressait d'autant plus. Donc, il avait quand même le contexte culturel, j'ai envie de dire. Valentin était moins passionné de course à pied au sens large, mais l'amitié a suffi à le convaincre de me joindre là-dessus pour me faire l'assistance en 2021. Jordan m'avait déjà fait l'assistance sur mon premier ultra, qui était l'Ultra Tour du Beaufortin. Ça devait être en 2018, si je dis pas de bêtises. Et il devait me faire aussi l'assistance sur l'échappée belge, ça n'a pas été possible. Mais donc, voilà, Jordan avait plus un passif, moins Valentin. C'est eux qui m'ont fait l'assistance en 2021. Ils ont re-signé direct en 2022 quand je leur ai dit que
Je refaisais la TDS. C'était évident que c'est à eux que j'avais envie de demander de faire ça, donc aucune hésitation. Tes objectifs et tes ambitions là sur cette édition 2022? Un temps, un chrono, avec une référence? Ouais, un chrono, c'était déjà le cas en fait en 2021. J'avais regardé les temps qui s'étaient faits sur la seule édition qui avait été le cas sur ce parcours en 2019, puisqu'en 2020 il n'y a pas eu du TMB évidemment avec l'année du Covid. En 2019, Audrey Tanguy, qui gagne la course cette année-là, réalise 21h45. Il faut savoir qu'il y a eu quelques petites modifications de parcours vraiment qui semblent même anecdotiques quand on voit la carte, et en fait qui sont pas si anecdotiques que ça quand on est sur le sentier, des coupes à travers champs, de ce genre de choses qui font qu'en 2021 déjà les temps avaient été un tout petit peu moins bons. Donc j'avais déjà plus ou moins cet objectif de faire autour de 22 heures pour être autour du chrono d'Audrey en 2021. Donc j'abandonne, et donc quand je repars en 2022, je déclare ne pas avoir d'objectif chronométrique, mais intérieurement... Tu bluffes, Martoni. Ouais, je bluffe totalement, mais intérieurement, j'ai toujours cette référence chronométrique en tête. J'étais persuadé que j'étais capable de courir plus ou moins dans ces chronos-là. Donc je pars avec cette ambition de chronométrique. Forcément, quand on a un chrono final en tête, on a des chronos intermédiaires aussi. Donc j'ai quand même un plan en tête à peu près en termes de chrono. En termes de nutrition, de sommeil, tu avais, j'imagine, bien réfléchi à la chose. Comment est-ce que tu avais prévu d'organiser tout ça? J'avais quand même pas mal réfléchi à la chose, sachant que par rapport à ma première TDS, il y a eu un changement majeur, c'est qu'on partait à minuit cette fois-ci, et non à 15h. Ça change quand même pas mal l'organisation, l'avant-course. Partir à minuit, c'est vraiment un horaire que moi je trouve... j'aime vraiment pas ça. Je préfère largement partir soit tôt le matin, soit à 15h comme la dernière fois. En tout cas, ça me convenait mieux, personnellement. Peut-être à mon métabolisme, je suis quelqu'un qui se couche tôt. C'est dur pour moi de partir à minuit. En fait, c'est vraiment pas naturel, quoi. C'est tout ce que je ferais pas dans mon quotidien. Déjà, ça me stressait un petit peu de savoir comment j'allais réagir. C'était la première fois que je prenais le départ d'une course. Ah non, j'avais fait l'Ultra Ricana, où on partait à minuit aussi, il me semble. Ou peut-être 1h du matin, mais c'était assez similaire. On n'avait pas vraiment dormi avant la course. C'est le fait de ne pas pouvoir vraiment, ne serait-ce que faire semblant d'aller faire une nuit, ça me posait problème. Mais d'autant plus que j'ai fait la grosse erreur, en fait, d'aller directement à Courmayeur pour aller prendre le départ. Là où je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'être déjà la journée d'avant à Courmayeur et d'avoir quelque part où dormir, ou en tout cas pouvoir se poser avant la course. Parce que mine de rien, attendre jusqu'à minuit, c'est quand même long. Et en l'occurrence, on était dans une voiture et c'était très long, très long. T'étais convaincu que la course allait bien se passer. C'est une vidéo qu'on pouvait voir sur YouTube. C'était quoi tes éléments là qui guidaient cette confiance et cette conviction? Je pense qu'il y a déjà comment la préparation s'était passée et que en fait, je me suis vu être meilleur physiquement. Je pense que à ce moment-là, j'ai rarement été aussi fort physiquement pour faire de l'ultra qu'avant la TDS 2022, parce que j'avais développé des nouvelles qualités que j'avais pas avant. J'avais aussi, mine de rien, 2022, j'avais fait ce marathon de Paris où ça c'était une surprise pour moi de courir à ces allures-là sur route. J'ai eu plein de repères comme ça qui m'ont montré que finalement j'étais sans doute quand même prêt physiquement, et je me souviens avoir fait beaucoup plus de longues sorties pendant l'été, et où j'avais eu des bonnes sensations. Des bonnes sensations. Il y a une gestion différente du stress aussi. On n'a peut-être un peu pas parlé de la partie mentale sur l'édition précédente. Tout à fait. L'expérience et puis une prise de recul. J'ai expliqué que la TDS avait cette qualité au départ, à un moment, de permettre de potentiellement la courir et de travailler derrière à l'UTMB. Donc c'est ce que j'avais prévu évidemment sur la TDS 2021. Donc on part le lundi soir, le lundi à 15h, donc cette année-là. Je devais être sur pied le mercredi matin. Je devais être sur le pont tôt derrière parce qu'il y avait une conférence de presse où je devais être. Et donc en fait moi, il y a eu le stress du résultat. Est-ce que je serais capable d'atteindre le résultat que j'espérais, et puis le stress en fait, il faut que je sois là mercredi matin, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, j'ai une mission à établir. Et donc, déjà, 2021, j'ai conscience que j'ai géré la chose sans doute pas comme il aurait fallu. Et 2022, évidemment, j'ai fait une erreur, donc c'est parti, je refais la même. Et j'ai une mission juste après la TDS, donc ça, c'est première source de stress, je pense, même si on a l'impression que c'en est pas une, mais c'en est forcément une. Le stress, évidemment, aussi de l'échec de l'année précédente, et donc l'envie de faire mieux cette fois-ci. Et puis, en fait, il y a aussi une vérité, c'est que j'arrive en 2022, je suis quand même un personnage public différent de lequel j'étais en 2021. J'ai une visibilité qui augmente. Les regards, quand j'annonce que je vais faire une course de l'UTMB, il y a des gens qui vont regarder ça, qui vont suivre ça de façon hyper bienveillante, dans 99% des cas, mais malgré tout, ça reste un stress. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai compris plus tard, je pense. On va rentrer là dans ta course plus spécifiquement. Je voulais revenir à ce que tu viens de dire sur le fait d'avoir abandonné l'année précédente. C'est
des apprentissages aussi beaucoup positifs, ça t'apporte aussi beaucoup de choses qui peuvent te donner de nouvelles armes. Est-ce que ça peut foutre une pression supplémentaire de se dire une fois mais en aucun cas deux, et donc te mettre un peu plus en difficulté que ça devrait? Moi, je pense que j'ai pas appris grand-chose en fait de cette première édition, parce que ne serait-ce que l'erreur que j'ai refaite de vouloir tout faire en fait sur la même semaine, en tout cas trop en faire, peut-être tout faire, à la limite c'est peut-être possible, mais trop en faire comme je l'ai fait, j'ai refait l'erreur, donc là j'ai pas appris. Et puis en fait ça m'a plus amené une pression supplémentaire plutôt qu'autre chose. Donc je dirais que l'édition 2021 a été plutôt, finalement, sur l'édition 2022, ça a été plutôt un fardeau qu'autre chose. On est le 22 août 2022, on a remonté le temps. Là, tu es dans le sas de départ, c'est le moment pourquoi? Là, c'est de la fébrilité, c'est de l'impatience, c'est quelques points d'interrogation au-dessus de la tête. Je me souviens donc que je pars avec Valentin et Jordan au départ, et j'ai la chance d'avoir un dossard élite. Mon index UTMB était suffisant pour partir avec le SAS Elite. Et donc j'ai un peu cette fierté. C'est la première fois de ma vie que je pars avec un SAS comme ça. Et j'étais assez fier en fait là au moment où on monte au bénévole son dossard pour aller dans le SAS et d'être devant en fait au départ. Encore une fois, on en revient à l'attachement que j'apporte au regard, je pense, des autres sur la personne que je suis. Je me souviens du coup être hyper enthousiaste au départ. J'étais fatigué, la vérité c'est que les semaines précédentes et notamment donc on part un lundi et le week-end précédent c'était l'Ultrax à Zermatt et j'avais une prestation là-bas et donc du coup j'étais à Zermatt le week-end avant quoi, donc objectivement j'étais fatigué. Comme le départ est à minuit et c'est des heures normalement auxquelles je suis couché à cette heure-là, donc je sens quand même que je suis fatigué sur la ligne de départ, mais il y a l'excitation, il y a cette musique, il y a l'ambiance, voilà, il y a un dynamisme. Il y a un goût de revanche aussi, t'es habité par ça? Je dirais pas qu'il y a un goût de revanche. C'est une notion un peu négative, mais ça pourrait être légitime que tu ressentes tout à ça fait. aussi. Mais c'est d'ailleurs un sentiment que j'ai ressenti souvent dans ma vie, mais là en l'occurrence, j'ai pas l'impression d'être guidé par le fait de prendre ma revanche. Par contre, ouais, j'avais envie de bien faire et je savais objectivement que physiquement j'étais sans doute quand même assez j'étais prêt, je pense, malgré cette fatigue un peu lancinante et profonde. Est-ce que tu peux nous parler ensuite là de ton début de course, et puis est-ce que tu es particulièrement attentif dans ces moments-là à tout un peu les signaux faibles de ton corps? Est-ce que tu es un peu dans une espèce de suranalyse de te dire ce que ces premiers moments, ces premiers kilomètres peuvent vouloir dire de la suite de ta course? À l'inverse de 2021 où j'avais conscience d'être parti un peu trop vite en termes de rythme, la TDS commence par une longue montée, toute la première partie sur un chemin 4x4, donc c'est une montée, on commence une course de 145 km et à la fois c'est un chemin 4x4 où objectivement si on a envie de courir on peut courir. Voilà, on est toujours pris entre deux feux, on sait pas si c'est dur je trouve de gérer son effort dans ces moments-là. Et autant je savais qu'en 2021 j'étais parti un peu fort, je pense après coup j'ai pris conscience de ça et quand j'ai regardé mes chronos, effectivement j'étais parti un peu vite. Autant là j'étais vraiment dans la disposition de vouloir partir dans des allures beaucoup plus tranquilles, malgré qu'au fond de moi j'avais toujours quand même ces points de passage dans la course mais je savais que j'étais physiquement suffisamment fort pour pas avoir besoin de partir trop fort pour ensuite suivre mon plan de route. Finalement, ce départ était moins dur, je dirais, que l'année précédente, parce que je pars moins vite. J'arrive quand même dans cette première montée à me dire c'est là où je dois être, j'ai pas besoin d'être plus vite que ça, quoi. Et donc l'effort, comme je pars moins vite, est moins intense. J'accepte plutôt bien le fait d'être relativement loin dans le peloton, etc., dans cette première montée. Et ensuite, assez vite, des premières questions et des sensations qui commencent à tourner un peu, peut-être notamment autour du sommet là, de cette première bosse. Tout à fait, ouais, tout à fait. En fait, donc on part à minuit, comme je disais, j'ai quand même cette fatigue un peu profonde qui est là. Je pars relativement doucement, donc le niveau d'un point de vue cardiaque, ça se passe bien. Par contre, en fait, je sens assez vite que je suis fatigué. Je suis fatigué et dès que j'ai senti un peu cette sensation de fatigue qui était hyper tôt dans la course, ça m'a tout de suite questionné. Je pense que j'étais pas prêt à rejeter ces signaux. J'ai eu ces premiers signaux de fatigue rapide. Tout de suite, en fait, je les ai interprétés, surinterprétés. C'est sans doute un des défauts que j'ai aussi d'analyser beaucoup. De trop réfléchir à ce genre de choses. Et donc, du coup, dès que j'ai eu ces premiers signaux, je les ai trifouillés dans tous les sens et ça m'a très vite fait sortir de la course en fait. À l'autre bout du spectre, est-ce qu'il y a des choses qui te portent, qui te donnent envie là? C'est les copains, c'est tout ça qui te garde malgré tout dans ta course? Tout à fait, ouais. C'était une évidence pour moi de redemander à Valentin et Jordan de venir faire mon assistance et ils sont venus avec un immense plaisir. Je pense, objectivement, ils étaient vraiment très contents de venir et de m'aider là-dessus. Pour autant, c'est évident que pour moi, c'était aussi une forme de culpabilité l'année d'avant,
de pas être allé au bout parce que ils sont pas de là, ils viennent, ils posent des congés pour venir pour faire cette assistance-là. C'est quand même pas anodin. C'est un effort, quelque part pour eux, même s'il y a du plaisir au fond. Donc, leur demander de revenir, il y avait quand même cette forme de pression de se dire, si je le fais pas pour moi, faut au moins que je le fasse pour eux, quoi. Ça n'a pas été eux les premiers, justement, à te proposer à l'issue de la TDS 2021, à dire, on y retourne l'année prochaine et on y arrive ensemble? On n'en a pas discuté tout de suite parce que on était plutôt dans un état d'esprit de digérer cette course. Et puis, par contre, je me souviens que le surlendemain, on en a rediscuté. Et puis, on avait déjà signé pour l'année suivante, quoi. Donc ça allait très vite quand même. Ça allait très vite, mais c'était pas instantané après la course. Quel diagnostic là sur ton début de course quand tu arrives à Bourg-Saint-Maurice? Là, on est au kilomètre 50. Le jour commence à se lever. C'est quoi le bilan de ces 50 premières bornes? Paradoxalement, je crois que je suis pas si mal placé. Je me souviens plus exactement en termes de classement. En termes de temps, je crois pile poil dans les temps que j'avais en tête. Peut-être un tout petit peu plus lent que ce que j'imaginais, mais relativement dans ce que j'avais en tête. En termes de classement, je me souviens avoir doublé beaucoup de monde dans la descente entre le Petit Saint-Bernard et Bourg-Saint-Maurice. J'étais sans doute pas si mal d'un point de vue du classement aussi. Mais j'arrive à Bourg-Saint-Maurice fatigué, vraiment fatigué. On a passé cette nuit où je me suis posé beaucoup de questions. Très vite, je suis fatigué. Je me demande, je comprends que la prestation que j'ai fait le week-end d'avant, l'été, à beaucoup courir, à beaucoup m'entraîner, mais en même temps à beaucoup travailler. Sans doute que j'ai tiré un peu trop sur la corde et que en fait j'étais vidé psychologiquement au-delà d'être vidé physiquement. Donc en fait, j'ai passé la nuit à me questionner, alors que objectivement, quand on regarde le résultat, et même c'était marrant parce que j'ai regardé mes messages après la course, en début de course, les gens quand ils se sont levés le matin, ils me voyaient au classement, ils étaient plutôt hyper enthousiastes. Les messages que je recevais du début de journée, c'était des gens qui étaient hyper enthousiastes pour moi, que ma course, ils avaient l'impression que ça se passait bien, etc. Alors que moi, à l'inverse, je vivais quelque chose de totalement opposé à ça. On se rend compte à ce moment-là que quand on analyse, parfois on a justement aucune capacité d'analyse quand on est dans pas de recul. Aucun recul. Il y a ensuite la montée du Passeur de Pralognan qui va être un moment charnière de la course. Est-ce que tu peux me dire en quoi ça a changé à ce moment-là, ce qui a pu se passer? Un moment charnière de la course, mais je dirais que c'est au-delà de ça, c'est un moment charnière du sportif que je suis. Je pense que j'ai vécu, pour donner un peu le contexte, la montée du Passeur de Pralognan, c'est une montée qui est très connue, qui a été très connue, très médiatisée par la TDS, parce que depuis toujours c'est sur le parcours de la TDS et c'est un des rares double KV, une des plus longues montées qu'on puisse connaître sur le circuit. En fait, c'est rare qu'en course on ait des montées aussi longues. Donc on part de Bourg-Saint-Maurice jusqu'au Passeur de Pralognan, on a quasiment 2000 mètres de dénivelé positif, une toute petite redescente assez technique d'ailleurs dans la montée. Globalement, on sait qu'on est parti, ça dépend les allures, mais ça peut être long. Ça peut être long. En 2021, on a fait cette montée de nuit avec Pierre. On se motivait l'un l'autre et on avait fait une très belle montée. Je me souviens qu'on avait fait quand même une vraiment belle montée. On se prenait des relais, etc. C'était un moment assez fort. Mais je me souviens aussi que j'avais souffert quand même physiquement dans cette montée l'année précédente. Là, j'attaque fatigué cette montée en 2022 et je sens tout de suite que là, je vais passer un moment compliqué parce que je connais, et c'est la difficulté quand on connaît. On dit qu'il faut reconnaître. Parfois, c'est bien de pas savoir aussi. Et là, en l'occurrence, je savais exactement ce qui m'attendait. J'ai effectivement vécu... Enfin, ça a été pire que ce que je m'attendais, je pense. Ça a été très long, très long. J'ai eu l'impression que c'était même interminable. C'est un moment qui marque ma course parce que c'est le moment... c'est dans cette montée, c'est Valentin qui me fait le ravitaillement à Bourg-Saint-Maurice, à la base de vie. Il arrive à trouver quand même les mots pour me remotiver. Il y avait Axel, un collaborateur avec qui je travaille beaucoup, qui était là aussi, lui pour Martin Kern, un de ses athlètes. Mais il était là à la base de vie, et puis je vois du monde comme ça, des regards familiers. Et donc j'arrive quand même à me remotiver. De réconfort, ouais. Voilà, exactement. Mais très vite, en fait, dans la montée, dès que j'attaque la montée derrière, je sens que ça va pas le faire et que, en fait, je suis vraiment, vraiment fatigué et que j'ai pas envie, en fait, je sais ce qui m'attend et j'ai pas envie d'y aller, quoi. Et en même temps, je peux pas faire demi-tour. Ouais, c'est un moment dur, hein. Quand j'y repense, c'est dur. Le cerveau a la capacité de garder que les bons moments, on dit ça, mais en l'occurrence, je pense que ce moment-là, je m'en souviendrai quand même longtemps et je m'en souviens encore, c'est encore fort dans ma mémoire, le calvaire que j'ai vécu dans toute cette montée jusqu'au Passeur de Pralognan. Il y a une arrivée où tu as envie de pudeur, c'est ça, ouais, en haut de ce sommet? Ce qui se passe, c'est que donc, je monte bon an, mal an. Franchement, je me fais doubler de façon indécente. Hein, c'est le nombre de gens qui me sont passés devant sur cette montée, c'est vraiment, j'étais au ralenti. La frustration grandit au fur et à mesure où je monte dans cette montée. La déception aussi. Et je pense que c'est à peu près à mi-pente où je me dis, non, mais de toute façon, là je vais abandonner. Donc, je prends cette décision-là dans la montée, d'abandonner.
compte tenu du moment où je prends la décision, j'ai plus vraiment le choix. Enfin, le choix le plus simple est en tout cas d'aller au moins jusqu'au Cormet de Roseland, qui est le ravitaillement d'après. Donc à partir de ce moment-là, je suis hyper déçu, hyper frustré, puisque j'ai le temps, parce que je vais quand même pas vite. Je me demande... Autant j'avais l'impression de m'être déjà posé la question après la TDS 2021 de pourquoi je faisais ça, pourquoi j'ai envie de faire de l'ultra, etc. Autant là, j'ai eu vraiment l'impression de vraiment me poser la question et de vraiment essayer de réfléchir à ça et pas de survoler le pourquoi j'étais là. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, j'arrive à exprimer assez bien le fait que de l'importance notamment du regard des autres sur ma performance. Je pense que c'est à ce moment-là où j'ai compris ça dans cette montée. C'est à ce moment-là où j'ai vraiment pris conscience de ça et je l'ai accepté en fait. Jusqu'à présent, j'essaie de sans doute me voiler la face. Je dirais que j'ai même de la tristesse en fait qui arrive dans cette montée parce que quand je prends conscience que le regard des autres est important sur ce que je suis en train de faire, de fournir comme effort, finalement des choix que je fais, parce que si je suis au départ de cette TDS, au final, est-ce que c'est pas un peu pour prouver aux autres ce dont je suis capable? Ça me rend triste, je pense, quand je comprends ça. J'arrive vers le sommet du Passeur de Pralognan, qui est un endroit exceptionnellement beau, hein. Surtout là, au lever du jour. Il y a beaucoup de photographes. Forcément, c'est en tant que photographe, si je devais choisir un spot pour aller sur la TDS, c'est sûr que j'irais dans ces coins-là. Je me souviens plus exactement quel photographe était là. Je m'excuse pour ceux que j'ai vus ce jour-là. Mais je me souviens, c'est peut-être l'unique fois que ça m'est arrivé. J'ai pleuré en marchant. En marchant. C'est un souvenir marquant parce que la déception, la tristesse me faisait pleurer. Et en même temps, les gens me reconnaissaient, les photographes qui étaient là me reconnaissaient, donc avaient envie quand même de prendre des photos. Et moi, je voulais me cacher dans l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc ça a été un moment d'autant plus... j'allais dire traumatisant, c'est peut-être fort, mais en tout cas marquant parce que c'est pas montrer aux autres dans quel état on se trouve, et en même temps c'était dur à cacher. Donc ouais, ça a été vraiment dur, je pense, ce moment-là, et ça a été c'est sans doute pour ça que ça a été hyper charnière dans la course déjà, même si la décision d'abandonner était prise. Par la suite, dans le sportif que je suis aujourd'hui et dans l'homme que je suis aujourd'hui. Ouais. Parce que tu questionnes à ce moment-là bien plus loin que cette course-là, c'est ta quête, en gros, quel sens elle a? Est-ce que t'es fait pour ça? Est-ce que c'est la quête qu'il faut mener ou pas? L'ultra me fascine, donc j'avais envie de m'épanouir dans quelque chose qui me fascinait. Ça me paraissait naturel en fait, de quelque chose qui me passionne, qui m'anime au quotidien. Bah ouais, j'ai envie de réussir dans cette chose-là, et j'étais en train d'échouer. Et j'avais déjà échoué, et j'étais en train d'échouer de nouveau. C'est vraiment là où j'ai pris conscience que je faisais ça pour les mauvaises raisons. On peut être passionné de quelque chose, il y a mille manières de faire les choses. On n'est pas obligé d'être tout le temps partie prenante pour profiter des choses ou pour investiguer ou pour essayer de les comprendre. Je considérais à ce moment-là que j'avais besoin de prouver en courant, mais sans doute que j'avais tort à ce moment-là. En tout cas, je pense que je le faisais pour les mauvaises raisons. Je saute un peu dans le temps, à l'arrivée, au moment du ravito du Cormet de Roseland. Ouais. Là, il y a une nouvelle émotion à ce moment-là qui te gagne aussi, qui est de la colère. Ouais, alors je me souviens très bien. En fait, donc on arrive au Passeur de Pralognan, on descend, il y a cette descente technique où malheureusement l'année d'avant, il y a eu ce drame. Assez vite, on arrive sur un chemin 4x4 qui doit faire 2 km à peu près, qui ramène jusqu'au Cormet de Roseland. Et là, en arrivant au Cormet, je savais que Valentin et Jordan seraient là-bas pour m'encourager, comme l'année d'avant, même s'ils n'avaient pas le droit de faire mon assistance. Et eux, ils avaient vu sur l'application les splits, et ils voyaient bien que ouais, exactement, ils voyaient bien qu'il y a quelque chose qui s'était passé. Et donc Valentin, et ce qui est peu réglementaire hein, objectivement, mais Valentin était venu un peu sur le chemin pour venir me chercher, pour voir où j'en étais, quoi. Et donc là, il me voit arriver, et la première chose que je lui annonce, c'est que j'abandonne. Et là, la tristesse que j'avais eue dans les heures auparavant, s'était transformée en de la colère. Et donc je lui annonce, mais de façon, je pense, assez vindicative, sans laisser place à la discussion, finalement. Je lui dis juste que tu voulais pas qu'il te retienne dans cette décision-là. Exactement. Je savais qu'il avait la capacité potentielle de, sans forcément me retourner, mais en tout cas me faire douter sur ma décision, et j'avais pas envie de douter de ma décision. Donc je lui indique que j'abandonne de façon assez dure, je pense. Ça fait très longtemps qu'on se connaît avec Valentin, et j'ai pas souvenir qu'on se soit engueulé de cette façon. Lui comprend pas ce que je suis en train de lui dire, enfin il accepte pas
le fait que je suis résigné et que j'ai envie d'abandonner. Donc je pense que c'est hyper naturel en tant qu'ami de vouloir remotiver, et compte tenu de la virulence avec laquelle je l'avais interpellé, d'être lui aussi plus ou moins virulent envers moi. Et donc il a une forme aussi d'agressivité, je pense, dans la réponse qu'il me fait. Et donc du coup on en vient dans une discussion qui n'a pas vraiment de sens, parce que voilà, on se prend un peu la tête autour de ça, lui voulant que je continue et moi voulant arrêter. Et je me souviens qu'il y avait Alexis Berg qui était là aussi, qui prenait des photos pour la course en tête sur la TDS, et qui a dû assister au spectacle. Il se demandait qu'est-ce qui se passait. Mais je me souviens de l'avoir vu, et puis il m'avait pris demandé... un petit scud au passage ou pas, Alexis? Non, je crois pas, mais il m'avait demandé qu'est-ce qui se passait, quoi. Et puis je lui avais à peine répondu, et puis j'étais parti. Et finalement, parce que j'avais pas envie de négocier trop longtemps, je décide de repartir du Cormet de Roseland, parce que j'ai pas eu envie d'avoir la discussion pendant 107 ans avec Valentin, qui lui visiblement n'avait pas envie de lâcher le morceau. Donc c'est moi qui ai lâché cette fois-ci, et je suis reparti, sachant qu'il y avait un autre ravitaillement 15 km plus loin à la Gîte, et que potentiellement c'était une autre porte de sortie. Donc là, il y a une quinzaine de kilomètres que tu vis dans un état plus ou moins second. En tout cas, t'as pas beaucoup de souvenirs, ce que tu m'as dit dans nos échanges préliminaires. Là, le combat doit prendre fin là au kilomètre 75 à la Gîte. Alors c'est une portion entre le Cormet de Roseland et la Gîte qui est pas très dure, qui est globalement, il y a un petit col à monter d'abord, et puis après ça redescend sur la Gîte, et ça passe relativement vite. Du coup, j'ai pas de souvenir de ça. En fait, pour moi, de repartir du Cormet de Roseland, c'était purement et simplement juste retarder l'échéance. Donc j'arrive au ravitaillement de la Gîte. Valentin et Jordan sont là, et en fait, ils sont allés un peu plus loin, se mettre un peu après le ravitaillement pour faire un peu la surprise, et pour m'encourager un peu après le ravitaillement. Sauf que eux, ils ont pas ce qu'ils ont pas pris conscience, c'est que moi, ne les voyant pas au ravitaillement et ayant le champ libre, plus ou moins, je suis directement, dès que j'arrive au ravitaillement de la Gîte, de toute façon la décision elle était prise, et c'était sûr que j'allais abandonner à un moment. Je suis directement allé voir un bénévole. Je lui ai dit là ça y est, j'arrête ici. Je pense que ça a été l'abandon le plus rapide qu'ils ont eu à faire dans leur vie. Souvent les bénévoles essaient de faire durer, s'assurer que la décision est apaisée. Mais là j'étais sûr, et c'est allé très vite. Et donc en fait finalement, ne me voyant pas arriver, alors qu'ils m'avaient vu arriver au loin, Jordan et Valentin sont arrivés au ravitaillement, et là je leur ai dit moi j'ai abandonné. Et donc finalement leur plan de m'attendre et me faire la surprise après, pour le coup, a échoué. Donc tu prends une décision qui est toujours très compliquée, très douloureuse, même si tu voyais pas d'autre issue possible. Est-ce que finalement la façon dont tu gères cet abandon avec les autres aussi, est-ce que ça rajoute aussi de la peine à la peine aussi? Est-ce que tu te flagelles en disant que tu gères pas exactement l'abandon aussi comme tu devrais? Par rapport à l'année précédente, où donc j'abandonne à Beaufort, mais ça leur posait pas de problème à Valentin et Jordan que j'avais abandonné, vraiment pas cette année-là. Ils comprenaient en fait. Je pense que là, ils ont moins compris pour le coup. Même s'ils me l'ont jamais dit, au fond d'eux, ils ont bien dû se dire il a pas fait tant d'efforts que ça. Est-ce qu'il est vraiment allé au bout du bout? Ce qu'ils attendaient de moi, je pense. Et je pense qu'ils avaient raison. Je sens pas de tension, parce qu'il y a jamais vraiment de tension entre nous. On est trop proches, on est trop fusionnels pour que ça se passe mal. Par contre, par du chambrage, par des petites piques comme ça, je sens quand même que cette fois-ci, va falloir que je sois un peu plus convaincant les prochaines fois pour les faire revenir, même si en vérité, je sais que j'aurais pas beaucoup d'efforts à faire, mais en tout cas, je sens, eux-mêmes sont déçus. Pour moi d'abord, mais je pense qu'ils sont déçus au global aussi, de comment ça s'est passé. Ils comprennent pas complètement. Exactement. Et ressentant ça, j'ai d'autant plus de déception à ce moment-là. Si on saute un petit peu dans le temps, là, sur l'après, en tout cas quelques minutes, heures ou jours après, est-ce que c'est des moments où toi tu réécris le scénario 1000 fois? Est-ce que tu réécris l'histoire différemment? Tu repenses, tu questionnes sur oui ou non? Est-ce que j'aurais pu? Est-ce que j'aurais dû? Ouais, j'ai sans doute ce défaut de trop analyser, suranalyser, et c'est typiquement quelque chose que je fais après ce genre de moment-là. J'ai la chance, dans mon malheur, de très vite en fait devoir tourner la page à l'instant T, parce que comme je le disais, en fait le mercredi, suite, voilà, exactement, le mercredi, je suis sur le pont à shooter pour Strava sur l'UTMB pendant toute la semaine. Donc après je rentre dans une parenthèse entre guillemets, une bulle où de toute façon je suis en apnée, et jusqu'à la fin de l'UTMB, je me souviens même que le dimanche matin, j'étais encore sur Chamonix parce qu'il y avait une fraise du climat avec Xavier Thévenard, et donc en fait jusqu'au dimanche, j'étais dans la bulle. J'ai pas eu vraiment le temps d'y penser, même si il y a toujours un peu des soirées pendant la semaine UTMB, donc les gens suivent un peu ce que vous faites, et donc j'ai eu pas mal de questions quand même pendant la semaine, mais j'ai eu l'impression quand même d'être dans cette bulle, et de toute façon j'étais un peu concentré sur autre chose, donc j'y ai pas trop pensé juste après. Par contre, il y a ce phénomène qui est marquant chaque année quand on finit UTMB, c'est que je rentre le dimanche. En général, c'est la fin des vacances, ou
plus ou moins la fin des vacances. J'arrive à Beaufort et c'est une ville déserte un peu, parce que tous les touristes sont partis. Je prends un sacré coup derrière la tête et là, j'ai vraiment bien le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Et c'est plutôt à ce moment-là, en fait, où je commence à analyser et c'est une autre période, enfin, c'est une autre phase qui commence où, en fait, on remet tout en question. Donc là, tu te détaches un peu peut-être d'une lecture émotionnelle de ce que tu as vécu et tu rentres un peu plus dans une compréhension rationnelle des choses. Qu'est-ce que tu arrives à pointer ou à mettre comme explication sur ce qui a pu se passer, en tout cas s'il y en a qui te semblent très, très factuels? À ce moment-là, j'ai plus quand même encore l'aspect émotionnel qui me fait dire j'ai plus envie de ça. Ça, c'est quelque chose qui est sûr et qui est toujours sûr aujourd'hui. Un an et demi après, j'ai toujours la même analyse là-dessus. J'ai plus envie de vivre ça. Et donc, comment faire en sorte que je ne vive plus ça, je pense que ma première analyse, c'est de dire je peux pas vouloir tout faire. C'est pas possible. Et donc, il va falloir que je fasse des choix. Gouverner, c'est choisir. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Et si je voulais gouverner ma vie de sportif et de vidéaste, photographe, de choisir entre courir et travailler, en tout cas cette semaine-là. Et ça a été une décision forte que j'ai prise à ce moment-là, je pense, de me dire non, là c'est fini, je peux plus faire comme j'ai voulu faire jusqu'à présent. Ça se passera plus comme ça dans le futur. En 2023 en tout cas, pas en 2024. C'est un peu différent, mais il y a des nuances. Dans ces situations-là, tu as besoin d'en parler. On parle d'un traumatisme, c'est un abandon de course. C'est impactant émotionnellement, mais c'est pas tragique en soi. Tout à fait. Il faut remettre aussi à sa place le sujet. Mais est-ce que c'est important pour toi d'en parler ou au contraire, t'es plutôt t'as envie d'étouffer, de toi encaisser, de vivre ça et de réussir à passer toi outre pour ensuite le partager et embarquer avec toi tout ce que ça va impliquer comme changement que tu as envie d'imputer? Comme je le disais, je suis quand même plutôt solitaire et je me confie assez peu finalement sur ces choses-là. J'en parle finalement assez peu. Il y a une personne avec qui j'en parle vraiment beaucoup. Avec le recul, il y a évidemment Valentin Jordan avec qui je parle de tout. Donc ça fait partie évidemment des sujets dont on parle. Par contre, l'autre personne avec qui j'en parle vraiment, c'est Simon Gosselin, qui, c'est vrai, avec le recul, je m'aperçois que quand j'ai des choses à dire d'importantes dans ma vie, il fait partie des gens à qui je les dis. Et je pense que c'est pas anodin. Et à ce moment-là, donc Simon me coachait jusqu'à la TDS. Après la TDS, moi je lui dis que je préfère en tout cas à l'époque, c'était plutôt qu'on fasse une parenthèse et que j'arrête de ce point de vue-là. Par contre, Simon, c'est quelqu'un avec qui à qui je livre beaucoup mes réflexions, mes sentiments et donc ça j'en discute avec lui typiquement. Puis Simon, quelques semaines après, vient s'installer aussi dans le Beaufortin, donc on a de plus en plus l'occasion aussi d'en parler de vive voix. Le fait d'en parler m'a fait matérialiser les choses aussi et m'a fait vraiment prendre conscience des choses là où parfois quand on est seul face à ces questionnements, on ne trouve pas les réponses. Est-ce que malgré tout très vite tu arrives à te dire que tout ce que ça a bouleversé et changé, ça peut devenir du positif et que ce que tu décides de réorienter, de réorganiser dans ta vie, finalement ça va te porter vers quelque chose que tu aspires à être meilleur ou plus adapté en tout cas à ce moment-là de ta vie? Prendre la décision d'essayer de pas trop en faire et de pas tout faire, ça me rend heureux en fait. Ça me rend heureux de me dire ok, là j'ai pris ça, maintenant je suis quelque part libéré d'un poids aussi. Je prends aussi plus ou moins la décision sans que ce soit vraiment matérialisé, mais j'ai sans doute eu un peu un dégoût pour la compétition en tant que telle, de moi participer à des compétitions. Peut-être que je vais passer dans une phase de ma vie où je vais pas prendre de dossard, je vais pas faire de course. C'est un peu ce que je me dis à ce moment-là, là où on est à l'automne, après la TDS. Et ça aussi, j'ai l'impression que ça me libère un peu de ce poids-là que la compétition peut me mettre. J'arrive dans une dynamique un peu différente et encore une fois, je connais un automne d'un point de vue professionnel très très chargé à l'automne 2022. Et en fait, je m'aperçois quand j'ai pris cette décision-là et en même temps, je suis en train de m'épanouir aussi vraiment dans mon métier. Et que finalement ça match, c'est un peu des réflexions, des réponses que je trouve. Professionnellement ça se passe bien et ça me rend heureux que ça se passe bien et c'est des projets qui me rendent heureux. Donc finalement l'après coup se passe plutôt bien. Et la transition, parce que j'ai l'impression d'avoir compris des choses. C'est un peu une quête, moi, tout le temps, dans tout, j'aime chercher à comprendre. Et quand je trouve les réponses, c'est un truc qui me procure du bonheur, quoi. Donc là, à ce moment-là, j'ai l'impression que ça se passe bien, quoi. Tu es revenu un an après, donc sur l'UTMB, globalement sur la semaine UTMB Mont-Blanc, et donc tu as été spectateur cette fois de la TDS. J'imagine que ça a dû susciter des sentiments mitigés, ambivalents finalement, d'être dans ce rôle-là de spectateur que tu avais choisi d'adopter pour cette année, mais qui était aussi un peu dicté par les événements et que tu avais plus ou moins subi comme héritage de l'année précédente. Ouais, tout à fait. Et en même temps, je refais le trajet entre Beaufort et Courmayeur juste avant la course. Je rejoignais les coureurs que je suivais à Courmayeur directement. Je me fais la réflexion pendant le trajet. J'étais zen, j'étais zéro stress. Alors que
Parfois, une prestation peut amener un peu de stress parce que c'est un peu le rush, c'est un peu etc. Mais là, je vais à Courmayeur. Il y avait zéro stress, il y a point S, maintenant c'est zéro stress, il y a TDS. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, en fait, je suis zen et je me sens épanoui en fait de me dire, je vais au départ d'une course, je sais que ça va être juste du plaisir en fait pour moi. Moi, je vais avoir un rôle que je maîtrise, pour le coup, je sais que je vais maîtriser, je sais que ça va bien se passer. Parce que je suis tellement dans la maîtrise de ce que je fais que je sais qu'il n'y aura pas de problème. Quelque part, c'est la première fois où je vais à Courmayeur pour la TDS avec ce sentiment-là. Les deux fois d'avant, j'y allais avec du stress de la course. Là, j'y vais sans stress. Et pour le coup, en arrivant à Courmayeur, j'étais plutôt content d'être là avec le rôle qui était le mien ce jour-là. Ou tu t'es pas fait prendre par l'assentiment, avoir passé les coureurs devant toi, à dire ça pourrait être ma place? Pas tout de suite. Par contre, passer une nuit dehors comme ça, à suivre des coureurs... D'autant plus dans les conditions qu'ils ont eues cette année-là, l'année dernière avec du vent, le froid, la neige. C'est les éléments qui m'ont fait un peu changer. Autre point, je pense, hyper important dans les sentiments qui ont un peu évolué entre le moment où je suis à Courmayeur et je suis content d'être là parce que je suis là pour filmer et je sais que ça va bien se passer, puis le déroulement de la course. Je vois que c'est dantesque, je vois que en fait c'est des guerriers quoi. Ceux qui bravent ces conditions-là, ce jour-là, c'est vraiment des guerriers et qui ont beaucoup de courage et que du coup ils m'inspirent. Il y a un autre élément qui fait que mes sentiments évoluent un petit peu, c'est que ma mission c'est de suivre des coureurs de jolies foulées. Donc c'est des coureurs, la plupart sont basés à Paris et notamment Jean qui a un profil assez similaire au mien en termes de niveau. On est relativement dans les mêmes niveaux et donc moi je le vois face à ces éléments à faire cette course. Il fait une très belle course, un très beau début de course. On sent qu'il est content d'être là, ça se passe bien pour lui. Et en fait, je me vois un petit peu en lui et à me dire mais est-ce que finalement c'est pas à sa place que j'aimerais être à ce moment-là? On est au Petit Saint-Bernard, il neige. Je prends conscience que j'aimerais être à sa place à ce moment-là. Même si je suis hyper content de ce que je suis en train de faire, c'est là où ça change un petit peu et je me dis mais en fait Jean, il y a plein de choses, je me reconnais, on est similaires et pourquoi c'est lui qui est en train de courir et moi qui est derrière la caméra et pourquoi ce serait pas l'inverse quoi. Et c'est là où mes sentiments changent un peu. Autant au début de la course, pas vraiment, autant assez vite finalement dans la course. Je me dis putain mais en fait c'est bon quand même d'aller partir comme ça dans la montagne seul de nuit, c'est quand même bon quoi. Pour la petite histoire, Jean a dû renoncer, je crois autour du kilomètre 100 je pense un peu après. Lui pour le coup il a abandonné à Haute-Luce, donc il a vu un peu plus du parcours que moi et il a fait une centaine de kilomètres exactement. Ouais. Merci beaucoup Simon, c'en est fini de ta TDS 2022, sauf si tu as encore des choses à dire, mais je pense qu'on l'a très bien vécu. Merci pour ton authenticité aussi, je pense c'est jamais très simple de raconter des courses qui se passent pas exactement comme on l'imagine. C'en est fini de la première partie de notre épisode. Je te propose de faire un petit break, on va aller grignoter un petit morceau et puis je donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques jours pour la deuxième partie de cet épisode qui sera donc consacré au côté pile de ta vie. On va un peu plus exposer qui est ton travail de photographe et de vidéaste, et puis je l'ai dit donc de vivre la Hard Rock 2023 d'Aurélien Dion-Palaz et puis la Diag de François Daen. Voilà, encore un bel épisode. Merci pour cette première partie. Merci Guillaume. Vivons la suite, j'ai hâte. Ouais. Heureusement c'est dans quelques minutes pour moi. Je ne peux pas patienter. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.